Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Nous revoilà pour un nouveau podcast. Pas de Shai Mamou, exceptionnellement, vous l'avez retrouvé ce matin dans le CQFR, mais heureusement, je suis rejoint par Antoine. Et on s'est posé la question cette semaine de se dire, allez, on va être courageux, on va sortir notre Power Ranking NBA, mais bien trop précoce. Donc voilà, bien avant qu'on soit sûr de grand chose. On en parlait même avant de prendre l'antenne avec Antoine. Enfin, moi, je disais, mais il y a des équipes, je sais tellement pas où les mettre. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs, etc. Mais allez, on s'est dit qu'on le faisait, on se lance. On va pas classer les 30 équipes. On s'est dit qu'on partait sur les 16 premières, voilà, comme ça, sans distinction de conférence. Donc on va vraiment les classer en se disant, Antoine, tu me corriges si je me trompe dans la manière de le formuler. On s'est dit, si jamais on devait choisir une équipe capable d'être championne, dans quel ordre on les prendrait, voilà, sans savoir si c'était 8 de la conférence Est et 8 de la conférence Ouest, vraiment en termes de power ranking. Première question, Antoine, moi j'ai trouvé ça très très dur, j'étais en train de me tirer le peu de cheveux qui me reste avant même le début, avant qu'on se rejoigne. Est-ce que ça a été simple pour toi de les classer ? Non, mais déjà, de toute façon, il y en a que j'ai pas classé, hein. J'ai fait surtout, moi, plutôt des catégories. Voilà, j'ai fait des catégories. La toute première catégorie, il n'y a qu'une seule équipe dedans. Après, il y en a une autre avec 3, puis ainsi de suite. Et il y a une catégorie où j'ai pas mal d'équipes, ce qui correspondra un peu au milieu du tableau, tu vois, de la hiérarchie NBA. Et là-dedans, je les ai même pas vraiment classés. Donc, je vais faire un peu à l'instinct en fonction de ce que tu prends et en fonction de la pression au moment où je serai on the clock, comme disent les Américains. Mais voilà. C'est beau ça, mais Antoine, je serais toujours admiratif de ta capacité à faire les choses au talent, comme ça, tu sais. À l'école, je vois bien le type d'élève que tu étais. Moi, j'étais entre les deux, tu vois. Exactement comme ça, moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai tenté au talent, mais pas avec autant de succès qu'Antoine Pimel. Donc, il a fallu que je trouve un juste milieu. Il y a des trucs que j'ai foirés aussi comme ça. Je pense que j'aurais pu faire des plus longues études. Hein. Il y a beaucoup de trucs où à un moment, j'ai vite vu les limites quand même. Bon, écoute, et si tu avais fait des très hautes études, tout ça, on n'aurait pas eu la chance de t'avoir avec nous. Donc, on va se féliciter que tu aies choisi ce mode de vie. Allez, à tout seigneur, tout honneur, je te laisse la première entrée de ce top. Tu as dit qu'il n'y avait qu'une seule équipe dans cette catégorie. Mon petit doigt me dit que je pense savoir de qui il s'agit. Je te laisse le dire quand même. Ça m'arrange. Je me suis douté que tu me laisserais le premier choix. Je trouvais ça cool parce que je trouve que le deuxième est déjà très dur en fait. C'est très très dur pour la deuxième équipe à choisir. Mais oui, la première, j'ai pris Boston. C'est le champion en titre. Je pense que c'est le champion récent qui est le mieux armé pour faire le doublé depuis les Golden State Warriors. Donc depuis la dernière équipe à avoir fait le doublé. Je pense que Toronto, on se doutait un peu qu'il ne le ferait pas. Milwaukee, il y avait Los Angeles, je me doutais aussi qu'il ne le ferait pas. Milwaukee, il y avait la possibilité. On pouvait y croire. Denver, on pouvait y croire aussi. Entre-temps, il y a eu Golden State. Golden State, je ne croyais pas forcément au doublé. Et là, je me dis que Boston a quand même les cartes. Il y a encore un 5 extraordinaire. Il y a 3 des 30 meilleurs joueurs de la Ligue, 2 des 20 meilleurs joueurs de la Ligue, tous sous les 30 ans quasiment en ce qui concerne les 3 que j'ai cités. Porzingis, il n'est pas encore à 30 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. 95, il n'a pas encore 30 ans. Voilà, il n'a pas encore 30 ans. Il va avoir 30 ans, mais il n'a pas encore 30 ans, même s'il est souvent blessé. L'effectif est très intéressant. Moi, j'aime bien Joe Mazzulla. Je pense que Peyton Pritchard, ça va continuer de progresser, même tout doucement. Non, franchement, Sam Hauser finalement aussi, il y a une rotation. C'est pas la rotation la plus profonde ou la plus excitante de la ligue, mais le top 6 est tellement fort que Boston est pour moi le choix logique en numéro 1. Écoute, je partage tout ce que tu as dit, je les ai mis moi aussi sans hésiter en numéro 1. Ce qui est intéressant, je trouve, tu sais, souvent on parle aussi de la lassitude du champion. Qu'est-ce que ça fait une fois que tu as atteint, finalement, tu es arrivé au sommet, la fatigue d'avoir les équipes qui te courent derrière. J'ai l'impression que pour ces raisons-là aussi, Boston est plutôt bien placé parce que malgré tout, alors qu'ils ont finalement, ils ont dominé la saison régulière l'an dernier, ils avaient une marge énorme. En play-off,
bah, ils ont dominé les playoffs au bout du compte, si tu prends le ratio victoire-défaite. Donc ils avaient de la marge aussi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a toujours pas. C'est une équipe qui fait toujours pas le consensus. C'est un petit peu comme si c'était encore une équipe qui avait des choses à prouver, y compris ses joueurs majeurs. Jalen Brown, on en a parlé tout l'été, qui s'est senti snobé par Team USA. Jason Tatum, qui était content d'y être et qui s'est senti snobé de rester sur le banc. Il y a même sa maman qui envoyait des textos au coach pour dire pourquoi mon fils il joue pas, tout ça. Donc c'est quand même une équipe qui a aussi des choses à montrer. Sur le roster, totalement d'accord avec toi. En saison régulière, je pense pas que Boston finira forcément premier de la conférence Est, notamment parce que Kristaps Porzingis va commencer en étant blessé, donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va rentrer. Et je trouve que ce que tu as dit sur la rotation est très juste. C'est pas une rotation qui est très profonde. Je parle des joueurs du banc, c'est pas une rotation qui est hyper talentueuse, mais je la trouve solide en fait. Je trouve qu'effectivement, sur les 7-8 premiers joueurs de cette équipe, c'est vraiment solide et que les mecs qui sortent du banc, tu sais ce qu'ils vont t'apporter. C'est des mecs qui sont déjà estampillés vraiment joueurs NBA. Donc voilà, sans souci, sans surprise, j'ai aussi choisi Boston en premier. Et pour la marge, tu as bien fait de souligner la marge. Il ne faut pas oublier qu'en plus, en play-off, ils ont dominé sans finalement leur troisième meilleur joueur qui a été très peu présent, Kristaps Porzingis. Là, comme tu l'as dit, il ne commencera pas la saison, mais on peut peut-être espérer qu'il soit là à 100% en play-off. Et si c'est le cas, ça donnerait encore vraiment un autre argument aux Celtics, quoi. Ils ont dominé sans être à pleine puissance. C'est quand même assez fou. Ouais. Alors, je vais prendre mon premier choix. Donc, en deuxième, très compliqué, hein. Très compliqué parce qu'en fait, il y a pas 50 équipes qui peuvent se placer derrière, mais je trouve qu'il y avait plusieurs équipes avec d'excellents arguments chacun. Moi, j'ai un choix qui est peut-être un peu ambitieux. J'ai pris le OKC Thunder parce que, comme on en parlait la semaine dernière, je crois avec toi, ou la semaine d'avant avec Shai et toi, je pense qu'ils sont vraiment à un moment où tu te dis, bon, bah, c'est jeune, donc ils ont le temps, et en même temps, c'est vraiment maintenant, le début de la fenêtre, il est vraiment maintenant. Et comme on en parlait ensemble tous les trois, je pense que c'est important que le Thunder se donne vraiment comme objectif dès le début. Alors, je parle pas de pression, en fait, mais comme objectif, vraiment, de se dire, notre objectif, c'est d'être champion. C'est ça, notre objectif. Et je pense que c'est une équipe qui a le talent, dans le roster, qui a le talent qui est extrêmement bien coaché, un jeune entraîneur, mais vraiment que je trouve qui fait partie des meilleurs tacticiens probablement de la NBA, et en même temps des joueurs t'as ce mélange de jeunes joueurs pleins de talent et de joueurs qui sont pas trop vieux, mais qui sont déjà assez expérimentés pour emmener des plus jeunes avec eux. Donc moi j'ai mis le Thunder en deuxième. Ça faisait partie, moi j'avais 3 équipes sur ce tiers là, justement juste en dessous. J'en avais 3 de la conférence Ouest. Le Thunder en faisait partie. Je savais pas laquelle des 3 j'aurais choisi exactement, mais je rejoins ce que tu as dit sur le Thunder. Donc tu vois, sur les deux, sur le début en tout cas, parmi là, je pense qu'on va citer les 3-4 équipes qui sont vraiment favorites. Et OKC en fait aussi partie selon moi, même si le Thunder est encore jeune. C'est bien de gagner et d'aller loin avant que tu aies toutes tes prolongations qui commencent à rentrer en compte. Jalen Williams, il a encore son contrat rookie, Chet Holmgren aussi. On parlait de profondeur d'équipe du côté de Boston, en disant que c'est pas la plus profonde, mais qu'il y a 8 joueurs solides. Là, le Thunder, on commence à être sur une équipe qui commence à être très profonde. Je pense que c'est une des franchises qui a le mieux géré la free agency quand même. Isaiah Hartenstein qui débarque. Grosse perte pour New York, d'ailleurs, cela dit au passage pour moi. Énorme. Je ne l'avais pas assez cité la dernière fois quand on a parlé des Knicks. On en reviendra tout à l'heure, mais je pense que c'est un vrai joueur qui était très très important dans le parcours des Knicks. Isaiah Hartenstein. Donc, arrivée d'Isaiah Hartenstein, arrivée d'Alex Caruso, qui pareil pour moi était déjà l'an dernier. Je me disais, mais l'équipe qui arrive à le récupérer en cours de saison, ça peut être un vrai difference maker. Bon, au final, il n'y a pas eu de transfert en cours de saison, mais là maintenant, il arrive à OKC. J'ai l'impression que cette équipe a toujours une ADN défensif très fort, des qualités athlétiques, du dynamisme. Je pense qu'on sous-estime souvent l'apport athlétique. On l'a déjà dit sur la chaîne, dans plusieurs podcasts, mais c'est un truc dont on ne se rend pas toujours compte en regardant à travers la télé, mais l'impact. Alors que quand tu joues au basket, il y a des gars, tu sais que tu es plus fort qu'eux, mais il y a un tel impact physique que tu souffres face à eux. Et je pense que le Thunder, les gens souffrent en fait quand ils jouent le Thunder. Il y a de la taille, il y a des longs bras, tu as des Lou Dort. Là maintenant, tu me dis qu'il y a aussi Caruso, tu as Holmgren derrière.
Ça devient très relou et je pense que cette équipe sera très très forte et je serais pas surpris non plus si elle arrivait à faire finale NBA ou finale de conférence. Je pense qu'elle doit vraiment viser au minimum finale de conférence et tu as raison, même se dire non, on a le talent, allons jouer le titre. Ouais, et je rebondis sur ce que tu disais sur Hartenstein, je suis complètement d'accord avec toi et moi, j'aime beaucoup Josh Giddey, par ailleurs, donc, qui a quitté OKC. C'est vraiment un joueur dont j'apprécie le style de jeu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ce qu'ils ont perdu en création avec le départ de Josh Giddey, ils le retrouvent, j'ai l'impression, en cumul avec Caruso et Hartenstein, moi, qui m'a bluffé l'an dernier avec les Knicks en playoff, parce qu'on l'a vu parfois dans un rôle de playmaker. Moi, je l'avais jamais vu dans ce rôle-là, même quand il était J'aimais déjà beaucoup quand il était aux Clippers, mais je le voyais vraiment comme un big man qui peut rouler, prendre les rebonds, des bonnes mains, etc. Mais il y a des moments où le jeu est passé un petit peu par lui quand ils ont commencé à diminuer New York, et ça, j'ai trouvé que c'était une donnée hyper importante pour une équipe comme comme OKC, qui a besoin d'avoir d'autres créateurs que simplement soit Shea, soit Jalen Williams. Et en ayant à la fois Caruso et Hartenstein, je trouve que ça leur permet vraiment d'avoir beaucoup d'options, même sans leurs deux playmakers principaux, pour continuer à avoir de l'animation offensive. Et cette équipe, comme tu as dit, je pense rien n'est simple face à OKC. Quand tu joues au OKC, tu galères en attaque, tu galères en défense. Et l'effectif est très très profond. Yes. Alors moi du coup pour le choix numéro 3, c'est très dur, mais je vais prendre Dallas. On est raccord sur les 3 premiers picks pour l'instant. Je sais pas si Dallas fera forcément une meilleure saison que Denver. Désolé, je me permets de spoiler ton prochain pick, je suis quasiment persuadé que c'est ça. Tu vois, Dallas pourrait sortir avant Denver, mais là, comme on est plutôt sur le papier, on parle en termes de chances de titre. Le vrai argument pour moi des Nuggets serait été Nikola Jokic, tu vois. C'est Nikola Jokic. Il y en a d'autres, bien sûr. C'est une grosse équipe Denver, tu vois. Il y en a d'autres. Mais le premier, vraiment, c'est de te dire, ouais, mais de toute façon, il y a Jokic. Et j'ai l'impression que Doncic est quand même dans la période où il se rapproche de plus en plus de ce statut de meilleur joueur du monde. Et qui se rapproche finalement de plus en plus de Jokic. Je pense qu'il est encore un peu moins fort que Jokic, tu vois, sur certains aspects. Après, c'est difficile de comparer des joueurs qui ont des postes différents, etc. Mais j'ai l'impression que Luka s'en rapproche. Et du coup, à partir de cette donnée-là, je préfère quand même l'effectif des Mavs. J'aime bien ce qui se passe à Dallas. Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'aime bien sur le papier Klay Thompson. Tu vois, j'ai l'impression que Klay Thompson, il va être vraiment revanchard. J'ai l'impression qu'on va avoir un autre Klay. Tu vois, je me dis pas qu'on va avoir le Klay d'avant 2019, c'est impossible. Bien sûr, ça faut déjà faire le deuil de ça, mais j'ai l'impression qu'on aura un Klay Thompson qui sera à mi-chemin entre le Klay Thompson de la grande époque et le Klay Thompson des 2 dernières années, qui a quand même gagné un titre au passage lors des 2 dernières années. Donc je pense que Klay, il va être revanchard, bien motivé, un rôle plus simple, beaucoup de shoot à mettre. J'aime bien PG Washington, j'aime bien Daniel Gafford, j'aime bien Derek Lively qui va continuer à progresser. J'aime bien Quentin Grimes qui débarque, si je dis pas de bêtises. Quentin Grimes, il n'était pas là. Absolument. Belle recrue. Naji Marshall, je pense que c'est très bien pour remplacer Derek Jones Jr. Là aussi, on est sur une intersaison que j'aime bien. Spencer Dinwiddie, Dante Exum. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose dans cet effectif. Il y a quelque chose avec Luka. Mon seul bémol, je te laisse la parole là-dessus, c'est est-ce qu'ils seront trop fatigués? Est-ce que, tu vois, il y a l'effet de surprise, ça prend plus trop. Tu deviens attendu, est-ce que tu es trop fatigué après ta longue saison? Mais s'ils arrivent à rester frais et à être frais au moment des playoffs, je pense que c'est peut-être même la meilleure équipe à l'Ouest. C'est tout à fait possible et je te rejoins là-dessus. Moi, j'adore ce qu'ils ont fait cet été, tous les joueurs que tu as cités. Dinwiddie, Naji Marshall, c'est excellent pour pouvoir suppléer un petit peu Luka Doncic et Kyrie Irving dans la création une fois qu'ils sont sur le banc ou pour jouer avec eux. Franchement, quand je regarde ce roster, je le trouve vraiment équilibré avec des tonnes d'options à disposition pour Jason Kidd. C'était dur pour moi, j'ai beaucoup hésité entre OKC et Dallas pour le deuxième spot dans cette liste. Sur la fatigue, moi je suis un peu moins inquiet que toi, je pense, parce que finalement je trouve que l'effectif est suffisamment jeune pour avoir eu le temps de se reposer. Finalement Luka, tu vois, il a pas fait les Jeux Olympiques, il a quand même pu se poser. Le plus âgé de l'effectif en tout, je pense que ça va être Kyrie Irving, de toute façon quand je regarde, et Klay Thompson, c'est les 2 joueurs les plus âgés. Donc Klay aussi, tu l'as dit, il est revanchard, il a eu le temps de se reposer. Moi je pense qu'ils ont suffisamment de ressources pour pouvoir réattaquer la saison prochaine déterminée, et c'était vraiment intéressant de voir Dallas l'an dernier comme l'équipe est montée en régime au fur et à mesure que la saison avançait. Et tu as mentionné PJ Washington, moi j'ai hâte de voir
ce qu'une saison complète de PJ Washington peut donner dans cet environnement, un environnement qui veut gagner avec un rôle qui lui a été... là, il sait quel est son rôle et il a été excellent déjà dans ce rôle-là, avec un été, je pense, où il aura travaillé son tir à 3 points tout l'été. Moi, je pense que ça a été l'axe principal de ce qu'il a dû produire cet été. Donc, ouais, je pense que Dallas en 3, effectivement, ces 3 équipes-là, tu vois, j'hésitais vraiment entre 2-3, c'est celles qui m'ont le plus fait hésiter, je pense, dans le top. Ouais, moi je serais partant pour mettre même potentiellement Dallas devant OKC. Je pense que ça serait une finale de conférence très intéressante. Sur PJ Washington, j'ajoute, j'ai trouvé qu'il y a même des moments en playoff où on l'a vu faire un peu plus que son rôle, tu vois, ou ce qui est devenu son rôle. Et pendant la saison, ça serait, si ce mec-là, il arrive à être à 17-18 points par match, parce qu'il y a des soirs où c'est pas la première option, mais presque. Tu vois, un soir où Luka est pas là, où Kyrie est pas là, où juste c'est à lui qu'on donne les ballons pour X ou Y raison, et qu'il arrive à s'illustrer, ce serait vraiment là, je pense que les Mavs commenceraient à être vraiment très, très, très dangereux. Et en plus, c'est le genre de truc, tu sais, un PJ Washington qui progresse en cours de saison, c'est le genre de truc que si tu suis pas la NBA tout le temps au quotidien, tu vois peut-être pas venir et tu te rends pas compte où il est en train de se passer quelque chose à Dallas. Donc, ça peut être quelque chose à surveiller, voilà, pour tous ceux qui veulent supporter les Mavs ou qui s'intéressent aux Mavs. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que donne PJ Washington balle en main. Ouais, non, c'est clair. Et pour finir sur Dallas, et jamais j'aurais cru dire ça peut-être il y a un an, c'est que c'est un vestiaire qui a l'air de vivre super bien en fait. Et tu vois, dans leur parcours en play-off, bien sûr, il y a le talent des joueurs, mais il y a des matchs qui sont allés chercher parce qu'ils ont fait face en groupe. Et tu vois, et PJ Washington, alors c'est peut-être un petit peu un raccourci d'en faire ça, mais tu sais, c'est peut-être un raccourci d'axer un gros argument là-dessus, mais tu sais, il y a cette fameuse image là où il vient s'interposer parce que je sais plus, c'est contre les Clippers, je crois, quelqu'un vient prendre la tête à Luka et il se met comme ça, les bras croisés là, en regardant le banc, en mode venez, je vous attends. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu en fait, parce que l'air de rien, ça... tu sais, Antoine, il y a des vestiaires dans lesquels tu peux bien jouer avec les gars, mais sans forcément t'entendre plus que ça. Et voilà, tu sais qu'il suffit d'une brindille pour que les choses puissent vriller. Avec Dallas, j'ai trouvé que c'est une équipe qui avait montré qu'elle avait de la ressource collective, notamment. Et ça, j'aurais jamais cru dire ça il y a un an, je pense. Ouais. Allez, je vais enchaîner avec mon équipe, donc en 4e. Pas de surprise, effectivement. Tu as quasiment déjà tout dit, Antoine. J'ai pris les Nuggets avant tout parce que c'est Doncic, en fait. Et quand tu as le meilleur... Jokic, bien sûr. Nikola Jokic, quand tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, avec un roster qui est correct, tu sais que ça peut aller très loin. Je veux dire, LeBron a fait je sais même pas combien de finales de suite. On est sur ce principe. Je pense que c'est à peu près la même chose pour Jokic. Le roster est correct. Il était de bon à correct. Il y a toujours des points d'interrogation. Michael Porter Jr., l'assimilation de Russell Westbrook. Globalement, je trouve ça solide malgré tout, ce roster. Et voilà. Je pense que quand tu as Nikola Jokic dans ton équipe, c'est-à-dire que potentiellement, il y a un parcours en play-off possible où tu peux dire on va avoir le meilleur joueur sur le terrain à chaque série. Donc finalement, tu as toujours une chance de pouvoir aller très loin. Ouais, je suis d'accord. C'est marrant, on les a cités dans les éventuels perdants, entre guillemets, de la free agency, mais c'est très particulier. C'est pas tout à fait ça. C'est que la perte de Kentavious Caldwell-Pope, elle peut être importante, mais il y a quand même un grand mais, c'est que tu arrives à avoir des scénarios dans lesquels c'est vite compensé, éventuellement une progression de Christian Brown. Si Michael Porter Jr. est très très fort sur une saison, en fait, tu te souviens même plus que tu avais Kentavious Caldwell-Pope. Si lui, il prend de l'ampleur des deux côtés du terrain, voire même que, j'irais même jusqu'à dire, voire même que en attaque, en fait, tu t'en fiches presque, tu vois. Tu peux combler, et tu te dis, juste mon poste 2, faut qu'il défende comme un chien pour faire au moins ce que KCP faisait de ce côté du terrain. Mais les 12-13 points de Caldwell-Pope, on s'en fiche si Michael Porter Jr. il est régulièrement à 20 points avec, 40% à 3 points. Tu vois, s'il est vraiment en train de passer un cap, on s'en fiche. Et mine de rien, il y a deux arrivées, Russell Westbrook et Dario Saric. Saric, j'aime beaucoup, je pense qu'il aura un impact, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un difference maker, mais ça reste quand même une vraie belle pioche, notamment pour les minutes sans Jokic, je pense. Il peut jouer avec Jokic, mais je pense que les minutes sans Jokic, tu as un grand capable de faire du playmaking, donc tu n'as plus besoin de complètement te réinventer à chaque fois. Tu peux essayer de garder quelques principes similaires. Et Westbrook, quoi qu'on en pense, ça reste un mec super talentueux qui, je pense, sera vraiment investi.
Et si c'est le cas, je sais pas, t'as un ancien MVP, quoi, en fait. C'est aussi simple que ça. T'as un ancien MVP qui vient au minimum. On a vu des tonnes et des tonnes d'équipes championnes où au 8e ou 9e homme, c'est un mec qui avant était un All-Star, tu vois, qui est sur la fin. Et tu te dis, ouais, bon, bah, de toute façon, il est cramé. Mais tu vois, des Gary Payton à Miami, il y a toujours des mecs comme ça. Et tu te dis, non, mais en fait, forcément, c'est pas un hasard, quoi. Ce gars-là était pas tel. C'était un All-Star, il y a bien une raison, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, pour Russell Westbrook, je sais que, et je comprends, tu vois, ceux qui sont un peu sceptiques sur sa manière de s'assimiler au style de jeu de Denver. Alors, je sais pas ce que Michael Malone a en tête, mais pour moi, en fait, l'idée, c'est pas justement qu'il rentre dans le moule de Denver, c'est qu'il puisse t'apporter quelque chose que Denver a pas, en fait. Et qu'il puisse rajouter une espèce d'élément qui est propre à lui avec son énergie débordante qu'on connaît et que justement il apporte une espèce de chose qu'il n'y a pas dans le jeu de Denver pour jouer cette équipe encore plus difficilement manœuvrable parce qu'au bout du compte, et bah, je pense qu'on l'a vu en fait depuis qu'il a quitté OKC, c'est pas un joueur qui peut vraiment s'adapter ou t'apporter autant que tu veux si tu lui demandes de rentrer dans un moule. Si tu veux t'en servir, faut que tu le laisses se servir de ses qualités pleines. Et j'imagine que c'est ce qu'a en tête Michael Malone. Les deux choses qui, au-delà, tu vois, au-delà du développement de Michael Porter Jr., qui pourraient m'inquiéter un petit peu pour Denver quand même, c'est des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le terrain. On sait qu'Aaron Gordon a perdu son frère il n'y a pas si longtemps que ça, dont il était très proche. Donc ça, on ne sait pas non plus où il en est de ce travail-là. Et il y a aussi, malgré tout, les bruits de couloir autour de Michael Malone et d'une mésentente avec la direction de la franchise. Bon, ça, c'est des choses quand même qui peuvent me laisser me dire que tout n'est pas aussi serein que ça devrait être. Et Calvin Booth, le GM, n'est pas Tim Connelly. Je sais que lui, déjà, le GM, quand les Nuggets ont gagné, c'était Booth, mais c'était vraiment tout le travail de Connelly. Ça ne veut pas dire que Booth n'a pas fait du bon travail, mais j'ai l'impression c'est pas tout à fait pareil. Tu vois, il y a eu quand même quelques pertes. Même si tu vois, quand tu avais dit au final Bruce Brown, c'est pas une si grande perte, tu vois, dans l'idée, je suis d'accord avec toi, tu vois, j'aurais peut-être pas donné un si gros contrat à Bruce Brown, mais on n'a pas encore vu un mec qui a réussi à complètement renouveler cette équipe. On verra si Westbrook et Saric, ça marche. Donc, il y a évidemment des petits bémols, mais je pense que là, on a cité quand même les 4 gros favoris de cette saison. J'aurais du mal à me dire que c'est vraiment une autre de ces 4. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne sais pas comment fonctionnent les bookmakers, mais j'imagine vraiment que les plus petites cotes, tu es obligé de les donner à ces 4 équipes, quoi. C'est les cas où les grosses cotes, selon la formulation, c'est les 4 équipes qui me semblent mieux armées. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Si, je suis d'accord avec toi, tu vois, ça que c'est intéressant, on parlait avant le podcast de savoir comment on avait préparé ça, donc on ne sait pas quelles équipes on a classées chacun où, mais Antoine, tu me disais que toi, tu avais travaillé par tiers, en gros, des chapeaux ça c'est les contenders, ça va être ce pad pour être dans les contenders, etc. Moi, j'ai pas forcément réfléchi comme ça, mais en tout cas, pour les équipes de tête, c'est clairement ce que je me suis dit, quoi. Voilà, c'est les 4 qui peuvent vraiment espérer. Derrière, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres équipes qui peuvent se faire une place, mais je pense qu'elles sont un petit peu plus loin, et du coup, tu vas pouvoir ouvrir le deuxième chapeau, parce que c'est à toi de choisir pour le 5e choix. Une équipe qui, je pense d'ailleurs, n'est pas loin des 4 de tête et qui du coup a un shot pour le titre, son meilleur shot pour le titre depuis 2019. Je vais choisir Philadelphie. Est-ce que tu avais les mêmes en 5 ? Non, pas du tout. Et moi, l'équipe que j'ai mise en 5, je sais pertinemment que tu l'as pas mise aussi haut. C'est qui c'est que t'aimes. Mais que j'ai mis haut aussi, je te rassure. Mais vas-y, Okay. Du coup, c'est intéressant, ouais. Ouais, non, les Sixers, alors c'est beaucoup sur le papier et il y aura la vérité du terrain mais bon, là, on est sur un power ranking un mois avant le début des matchs, donc forcément. Mais je trouve que sur le papier, les Sixers, on en a déjà parlé, ont quand même vraiment une très, très belle équipe. Je trouve qu'il y a le trio parfait dans le sens où les 3 stars au niveau autant de la personnalité et du type de jeu se complètent bien. C'est-à-dire Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George. Après, voilà, je peux avoir des limites des fois sur la personnalité d'un tel ou un tel, mais je trouve qu'en tout cas, dans l'idée, on est vraiment sur un trio qui peut fonctionner à merveille. J'aime bien quand même ce qu'il y a autour. Caleb Martin, Kelly Oubre, André Drummond, Eric Gordon, Kyle Lowry, Gershon, évidemment, Gershon Yabusele, KG Martin. L'équipe est profonde, le groupe va être cool, je pense. Le groupe va plutôt bien vivre. C'est très bizarre parce que ni Paul George ni Joel Embiid, je les vois vraiment comme des leaders. Et ça peut être un peu bizarre de dire que tu as 2 demi-leaders qui sont tes 2 meilleurs joueurs. Mais j'aime bien le caractère de Maxey. Je pense que Kyle Lowry, il apporte vraiment quelque chose dans le vestiaire. Je me dis, il y a un groupe qui va réussir à pas se foutre sur la gueule. Tu vois, et pour les Sixers, mine de rien,
Je pense que ça va plomber des années. Je pense que Ben Simmons et Embiid, ils pouvaient pas se saquer, ou tu vois, ils se toléraient, mais je sais pas comment dire. Je pense qu'ils pouvaient jamais être complètement unis tous ensemble quand il y avait ces deux personnalités en même temps. Et je pense pareil pour Harden et Embiid. Je pense qu'ils pouvaient pas être unis complètement. Là, je me dis qu'il y aura un vestiaire uni. Peut-être pas le vestiaire le plus fort de la ligue, peut-être pas le meilleur groupe de la ligue, mais il y aura un vestiaire uni qui vit plutôt bien. Je pense que Gershon peut aussi aider d'ailleurs dans ce domaine. Et je sais que c'est quelque chose. Voilà. Moi, tout ça, j'ai l'impression qu'Embiid, il est vraiment dans son prime. Tu mets tous ces éléments ensemble. Il y a un super coach. Je me dis que c'est le moment, que c'est vraiment le moment et que là, il n'y a pas le droit de se planter et que tu es obligé de faire mieux que second tour. Et je pense vraiment que les Sixers, ça peut être l'année où ouais, tu joues les Celtics, il y a une blessure de Porzingis, il y a peut-être la place pour aller en finale NBA. Je ne les vois pas gagner tout. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va poser problème à un moment, mais je ne me dis pas que les Sixers seront les champions NBA 2025, mais je pense qu'ils seront plus proches que ce qu'ils l'ont été depuis 2001, du coup. Ouais, écoute, je partage tout ce que tu as dit en fait. Je pense même que c'est clairement pour moi l'une des équipes qui peut finir première de la conférence Est si ça se passe bien et que du coup Boston a un petit coup de mou pour X raisons. Si je regarde sur le papier, tout pour moi c'est un contender en fait. Tu vois, si je prends le roster, le coach, tout ce que tu as dit, pour moi c'est un contender. Et en fait, l'idée, je pense qu'ils vont faire une très bonne saison régulière. L'idée qu'on s'était dit, c'était qui est-ce qu'on prendrait pour gagner le titre. Et en fait, malheureusement, avec Embiid et avec... moi, j'aime tous les moves qu'ils ont fait cet été. Je trouve que c'est sans doute l'équipe qui a réussi le meilleur intersaison. En tout cas, l'une de celles qui a le mieux géré l'intersaison. Et malgré tout, en fait, l'historique du club, enfin de l'équipe, me pousse à me dire il y a un truc qui va clocher en fait. Et donc c'est pour ça que je les ai pris plus bas en fait dans mes favoris pour le titre, malgré le talent, malgré tout ce que tu as dit, parce que je peux quand même pas m'enlever de la bouche l'espèce d'amertume qui reste après des séries de playoffs, que ce soit pour Paul George, que ce soit pour Joel Embiid, que ce soit parfois pour Paul George, c'est pas vraiment de sa faute, mais malgré tout c'est quand même l'un des joueurs leaders d'une équipe qui était construite pour aller au bout, pour être championne et finalement qui a jamais réussi à l'être. Donc je peux pas m'enlever ça de la tête. Et dans cette dynamique, j'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes que j'ai estimées peut-être plus à même de pouvoir gérer des problèmes de parcours ou pouvoir surcompenser parfois l'absence d'un ou deux joueurs. Donc c'est pour ça que je les ai pas pris plus haut. Par contre, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit en fait. Bah, vas-y, je t'en prie, du coup, sur ton prochain pick qui aurait été ton 5e choix. Voilà, du coup, moi j'ai pris les Knicks. Moi, j'ai pris les Knicks, donc là, qui sont 6e du coup de notre classement. Pour alors des raisons de roster, déjà, moi, quand je regarde leur roster, je trouve ça vraiment solide. Je trouve qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la perte d'Hartenstein. C'est vraiment la chose que je regrette le plus, en fait, dans l'intersaison de New York et dans ce qui s'est passé cet été. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que je trouve que sur le poste de pivot, il reste... assez vite démunis, ils peuvent être assez vite démunis, connaissant la santé fluctuante de Mitchell Robinson. Par contre, je trouve que c'est leur top 5, si je prends leurs 5 potentiels de départ, Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges, Julius Randle, Mitchell Robinson, je trouve ça très très fort quand même, très solide. Et Julius Randle, c'est un joueur, nous... Notamment après sa saison All-Star où il a été très fort, on était quand même nous à se dire, peut-être pas parmi les premiers, mais en tout cas instinctivement on s'est dit ouais mais là il est surcoté en fait quand même par rapport à son niveau, c'est pas ce type de joueur. Il y a des tas de choses qu'on peut aimer, ne pas aimer chez Julius Randle, mais ça reste quand même un joueur plein de talent en fait. Et si jamais ça prend avec cet effectif, moi l'effectif de New York je le trouve vraiment très fort, d'autant que quand je regarde le banc, sur le banc, tu manques peut-être de talent. Par contre, tu as des joueurs qui vont jouer dur, qui vont défendre le fer. Et on connaît l'ADN de cette équipe. On sait que c'est une équipe qui est capable de tirer beaucoup sur la corde pour compenser les blessures. Et je la trouve dangereuse parce qu'en fait, tu vois, à l'inverse de Philadelphie, tu sais que si New York est battu, ça sera sur le talent, ça sera sur peut-être parce qu'il y a des blessés, etc. Mais ça sera pas sur l'envie, ça sera pas sur le cœur. C'est pas un vestiaire qui va voler en éclats pour des questions d'ego. Et ça, en fait, je pense que c'est quand même il y a une vraie valeur là, derrière tout ça. Donc j'ai conscience qu'ils sont peut-être un peu hauts en fait par rapport à d'autres équipes, mais toutes ces valeurs-là, en fait, fait que New York, je pense que je sais ce qu'ils vont apporter soir après soir, quel que soit le scénario en fait. Donc c'est pour ça que je les avais pris 5e. Je les avais mis dans ce tiers. Alors j'avais Philadelphie dans un tiers à part.
J'avais Philadelphie vraiment entre juste, tu vois, donc il y avait Boston, et après j'ai mes 3 équipes de l'Ouest, puis j'avais Philadelphie, et après j'avais un autre groupe. J'avais mis Philadelphie à part parce que, comme tu l'as dit, je pensais que Philadelphie est vraiment très proche d'être dans les. C'est que ça, on pourrait dire qu'il y a 5 favoris, tu vois. Je pourrais mettre Philly là-dedans. New York, je les avais dans le groupe finalement juste en dessous de Philly, donc pas très loin, tu vois. J'avais pas classé sur les équipes qui seraient donc. J'en ai 4, grosso modo, ou ça peut être 3. Donc, je les avais pas forcément très, très, très loin en dessous. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Randle, où effectivement, si c'est quand même un grand si. C'est que si Randle, il fait... et j'ai vu que récemment, il y avait une news, une rumeur, enfin, ça vient d'Ian Begley, un des insiders de New York, qui disait Randle, il est prêt à tout pour que cette équipe, elle gagne et qu'il s'en fiche de son rôle. Si c'est vrai, ça peut être effectivement un gros si, parce que tu as raison, il est très talentueux. Je te rejoins, en fait. Ce qui m'a fait mettre cette équipe dans ce tiers, c'est que tout ce que tu as dit sur le cœur et ce qui se lit pas forcément, justement, notamment sur le papier. Quand tu regardes un effectif sur papier, on lit souvent le talent. Et c'est vrai que la cohésion de groupe, la puissance collective, l'envie de se dépasser les uns pour les autres, je pense que c'est un vrai argument intéressant. Je pense que ça suffit pas pour être champion. Et c'est pour ça que je me dis qu'aucun scénario où les Knicks sont champions NBA. Mais que par contre, c'est vrai que ça te fait jouer, ça te compense en partie l'éventuel manque de talent, sachant qu'il y a du talent en plus dans cet effectif. Sachant que pour le coup, il y a vraiment du talent. Donc, je suis capable de voir cette équipe dans les 8 premiers. Après, voilà, il y a le seed Randle. Moi, j'ai aussi des questions, c'est de me dire, cet effectif, il n'est pas non plus très profond. Il n'est pas si profond et on sait que c'est une équipe qui va être sujet à des blessures parce que Anunoby est fréquemment blessé, parce que Randle est fréquemment blessé, parce que Bronson joue beaucoup, parce que Josh Hart... Enfin, après, maintenant, ils vont moins jouer. Après, il y a du monde qui est là, mais tu sais qu'avec Thibodeau, il peut y avoir des... Ouais, c'est vrai. Mais il peut y avoir des blessés et la rotation est un peu plus faible. Voilà. Donc là, ça serait, toi, la deuxième meilleure équipe de la conférence Est. Je ne les mettrais pas à ce stade, mais je ne les mettrais pas bien en dessous. Et comme toi, je me dis que leur vraie force collective peut leur permettre d'aller plus haut que ce que j'aurais pu penser pour eux, tu vois. Je fais un petit récap. Donc pour l'instant, on a dans l'ordre Boston, OKC, Dallas, Denver, Philadelphia et New York. Et donc, qui est-ce que tu aurais pris en 7e, toi, dans ce classement? Alors, j'ai pas classé, mais en 7e, je vais prendre Milwaukee. Je vais prendre Milwaukee et que j'aurais pris devant New York avec hésitation parce que justement à Milwaukee, il n'y a pas cette puissance collective ou cette espèce de truc de groupe qu'on trouve à New York. Et s'il y avait ça à Milwaukee, je pense que Milwaukee ferait partie des 4 meilleures équipes de la ligue. Mais honnêtement, je sais que c'est facile d'être sceptique sur les Bucks pour tout un tas de raisons, à commencer par le coach, c'est un peu une punchline, tu vois, de dire « Ah, mais c'est une équipe de Doc Rivers, blablabla ». Mais honnêtement, je me méfierais des Bucks. Je me méfierais sincèrement des Bucks si j'étais quand même une équipe de la conférence Est. J'espérerais même que ça se passe mal. Je serais en train d'espérer de prier pour un scénario où dans le vestiaire ça passe pas, ou avec Doc Rivers ça passe pas, parce que je pense que cette équipe sur le papier, elle est quand même plus forte que ce qu'elle n'y paraît. Déjà, elle a Giannis Antetokounmpo, l'un des 4 meilleurs joueurs du monde, voire des 3 meilleurs joueurs du monde, voire des 2 meilleurs joueurs du monde selon comment tu veux interpréter la chose. Donc elle a un joueur qui est dans son prime, qui est extraordinaire des 2 côtés du terrain, qui domine complètement physiquement. Il n'y a personne qui domine physiquement comme lui dans la ligue, et on en a dit un peu plus tôt, je pense que c'est vraiment un facteur, la domination physique. T'as Damian Lillard qui est revanchard, et je sais, j'avais vu un commentaire, je suis à fond sur Lillard, mais c'est même pas ça, je suis même pas subjectif en fait, ça reste un putain de bon joueur, qu'on le prenne dans n'importe quel sens. C'est un mec qui peut te planter 40 points n'importe quel match de playoff. C'est un mec clutch, c'est un mec qui shoot de super loin. Je trouve que c'est un mec qui a le profil parfait pour aller avec Giannis. T'as un duo qui est un one-two punch comme on n'a pas vu. Franchement, Murray Jokic, c'est un cas à part, tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de mecs comme ça, 2 superstars sur des postes potentiellement aussi complémentaires. Et Lillard, à mon avis, il est revanchard. On l'oublie, mais quand il y a un trade, c'est pas facile de tout de suite être performant quand tu changes complètement de vie. Et c'est souvent la saison d'après où tu es un peu mieux installé, tu joues mieux en fait. Et Lillard, il n'a pas été mauvais l'an dernier. Il a été blessé en playoff. Et je pense que là, il sera forcément meilleur que ce qu'il a été, sachant, je le répète, il n'a pas été mauvais. La vraie interrogation, c'est Chris Middleton. Et pour moi, si Chris Middleton il reste en bonne santé, en fait, c'est simple. Déjà, même l'an dernier, quand Chris Middleton il est là, je me souviens plus du bilan, j'aurais dû chercher la stat avant le pod.
Mais en fait, c'est le bilan d'une des équipes qui est largement deuxième à l'Est, en fait, qui est largement devant les Knicks et qui est même pas si loin de Boston. Je sais plus combien c'est en pourcentage de victoire, mais c'est largement deuxième à l'Est. Et Middleton est une clé. Et je trouve que l'effectif derrière n'est même pas si dégueulasse. J'ai des questions sur Brook Lopez, mais je le disais dans un CQFR, il est en contractière. On sait que les joueurs en contractière, tu es toujours motivé. Donc Brook Lopez, il est en contractière. Bobby Portis, il est en contractière. Pat Connaughton, il est en contractière. Delon Wright, il est en contractière. Taurean Prince, il est en contractière. Gary Trent Jr., il est en contractière. Tout ça, c'est des mecs qui sont pas mauvais. Chris Middleton est en contractière, j'ai oublié de le citer. Tu as tout l'effectif qui a des choses à prouver. Alors, des fois, on sait, chacun peut jouer son agenda. Est-ce que Doc Rivers, il arrivera à les fédérer? Mais moi, je me dis qu'il y a quand même du talent. Il y a des qualités des deux côtés du terrain. Il ne faut vraiment pas enterrer cette équipe. Je ne sais pas si je te l'ai bien vendu. Si, tu me l'as bien vendu et malgré tout, moi j'ai d'énormes doutes sur cette équipe que j'apprécie par ailleurs. Tu vois, pour commencer par le banc par exemple, moi je trouve le banc vraiment faiblard en fait. Je trouve qu'il y a peu de joueurs qui sortent du banc, hormis Bobby Portis, sur qui je sais que tu peux compter. Alors Gary Trent Jr., tu as raison de souligner que c'est un mec qui est en contractière. Brook Lopez, moi j'adore ce joueur en fait. Et je suis pas sûr que ça soit le joueur qui ait besoin d'être en contracteur pour se donner à fond. En fait, c'est malheureux. Et pour Milwaukee, je me demande tout simplement si c'est pas trop tard. Si tous, à part Giannis Antetokounmpo, sont pas un peu trop vieux en fait pour l'objectif commun. Et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur pour cette équipe que j'aime beaucoup vraiment. Tu vois, Brook Lopez, on en parlait avec Shai, et Shai par exemple disait ouais, peut-être qu'il y a une valeur sur tu peux l'échanger, etc. Mais je pense qu'en fait je pense que tu peux pas. Je pense que si tu traites Brook Lopez, tu es obligé de reconstruire complètement une identité défensive. Pour moi, c'est la clé de voûte de l'identité défensive de cette équipe de Milwaukee, qui peut aller nulle part si elle est pas forte en défense. À mon sens. Et voilà, Chris Middleton, ce qui est encourageant, c'est qu'il a fait des très bons playoffs. Il s'est retrouvé tout seul à la fin, mais il était très bon. Donc ça, c'est vraiment le signe le plus encourageant, je trouve, de tout ce qui pouvait se passer. Damien Lillard, j'aime beaucoup le joueur, mais je sais pas si, encore une fois, c'est un joueur de taille réduite. Il y a un moment où souvent c'est dur en fait. Tu sais, le passage, quand tu commences à sortir de ton prime, alors on a d'autres exemples. Déjà, c'est pas dit qu'il soit sorti complètement de son prime, hein, Damien Lillard, on peut m'objecter, je peux le comprendre. Stephen Curry, on continue de se demander quand est-ce que ça va se terminer son prime. Mais la plupart des joueurs de ce format-là, souvent la chute est un peu raide, même si on met du temps à se rendre compte que c'est plus possible en fait. On se dira c'est les blessures, ah ouais mais cette saison il s'est passé ça. En fait non, c'est simplement qu'il y a un moment tu peux plus vraiment passer le cap. Et puis, bah ouais, je suis obligé de le dire quand même. Moi, j'ai aucune confiance en Doc Rivers pour aller loin en play-off. Tu vois, si je vois les match-up contre qui Milwaukee peut tomber, si tu me dis quel coach tu préfères entre l'un ou l'autre, il y a peu de match-up où je vais me dire, bah non, Milwaukee en plus a une carte en plus dans sa manche, c'est qu'ils ont un tacticien qui peut s'adapter facilement d'une série à l'autre. Donc voilà pourquoi. Après, ça reste une bonne équipe, hein. Je suis pas en train de dire que cette équipe sera mauvaise, même notamment en saison régulière. Bien sûr, tu peux pas imaginer qu'en ayant Giannis, tu peux pas passer un tour, au moins un tour de play-off. Mais voilà, j'avais peu confiance pour les raisons que j'ai soulignées, tu vois, dans la capacité de cette équipe à vraiment performer très haut. Après, ça me choque pas du tout que tu la prennes aussi haut, tu vois, sur le talent. Tous les arguments que tu as soulignés me semblent justes. Yes. Allez, à toi. Allez, j'enchaîne avec une équipe où là, ça peut vraiment être hit or miss, là, comme on dit là. Moi, j'ai pris les Timberwolves parce que c'était quand même... ils ont fini quoi? Non, même premier ou deuxième de la conférence Ouest l'an dernier, je pense au bilan. Je me rappelle plus si c'était OKC ou au final. C'est OKC qui était premier, je crois. Je crois qu'OKC était premier et Minnesota deuxième. Il me semble que c'est ça. Mais ouais, donc c'est ça aussi. J'ai peut-être un petit doute, mais... Donc c'est une équipe qui a peu bougé à part le départ de joueur qui a rejoint les Warriors. Kyle Anderson. Merci de me sauver la mise. Voilà. Donc, une équipe qui a peu bougé, qui a montré qu'elle avait un mode de fonctionnement qui pouvait vraiment marcher, qui a une superstar en Anthony Edwards, voilà, et qui est une superstar qui est célébrée par les fans, par ses pairs et par ses coéquipiers. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de problème de hiérarchie au sein de cette équipe. Tu vois, comme à un moment, on pouvait se poser la question de savoir entre quand c'était Wiggins et Karl Anthony Towns, lequel pensait être le meilleur que l'autre. Là, je pense que même de la part de Kat, les choses sont claires. Et
Et voilà, donc je pense que c'est une équipe qui va être solide. Moi, alors, je vais mettre un bémol à mon propre classement. La grande interrogation que j'ai, et elle rejoint celle que j'avais sur Damian Lillard, c'est le rendement de Mike Conley. Là aussi, un meneur de petite taille. Là aussi, un meneur super joueur, mais pour le coup, lui qui a passé le cap, là, qui est plus dans son prime. Et derrière, moi, j'aime vraiment le talent de Rob Dillingham. Mais tu vois, au playmaking, je trouve que si t'as pas Mike Conley, il y a un gouffre énorme dans cette équipe. Et je vois pas qui peut vraiment à coup sûr remplir ce rôle. Tu vois, il y a Joe Ingles, mais bon, il va avoir très peu de minutes. Je vois pas avoir un rôle majeur dans cette équipe. Donc ça, c'est la chose qui m'inquiète. Et l'autre chose, toujours pour bémoliser un petit peu mon classement, c'est que il y aura plus non plus l'effet de surprise. Voilà, qu'il y a eu l'an dernier. Tout le monde connaît le talent d'Anthony Edwards. Tout le monde a vu ce que cette équipe était capable de faire en saison régulière, même si finalement, même en play-off, vous pouvez se dire il n'y aura pas l'effet de surprise. Ils ont quand même réussi à aller jusqu'en finale de conférence. Donc c'est une équipe qui, malgré tout, tu vois, que j'imagine vraiment être solide cette saison. Moi, je pense qu'il y a eu un peu l'effet de surprise en play-off. Pour moi, c'est le gros bémol, je pense, parce que, en fait, même quand ça marchait bien en saison régulière, déjà, ils ont eu des petits coups de mou et il y avait toujours cette interrogation, ouais, mais en playoff, quel 4 tu vas avoir? En tout cas, au niveau des journalistes, bien sûr que les staffs sont sans doute plus professionnels à ce niveau-là, mais des fois, quand tu entends les joueurs ou les coachs parler, tu te rends compte que leurs avis sont proches de ceux sur Twitter, parce que eux non plus ils peuvent pas voir tous les matchs. Bien sûr qu'il y a un mec dans le staff qui est chargé de se mater toutes les équipes, mais en vérité ils le font pas tous. Et genre, je sais pas, Steve Kerr il voit pas tous les matchs des autres équipes non plus. Alors j'ai pris l'exemple de Steve Kerr pour les Warriors, mais bref, ça pour dire que je pense qu'il y a eu quand même une forme d'effet de surprise en playoff aussi au niveau des Timberwolves. Pour moi c'est le gros point. Voilà, j'espère que Rudy Gobert écoute pas cette vidéo, parce qu'il va avoir l'impression que je doute des Timberwolves, ou que n'importe quel fan des Timberwolves, mais bon là ils sont pas très nombreux non plus. Désolé les gars, mais ouais, j'ai l'impression que il y a eu un truc qui s'est passé, mais que cette formule avec les deux intérieurs, ouais, c'est bien, ils ont montré effectivement que ça marche. Ils nous ont donné tort. Je ne sais pas s'ils peuvent nous donner tort 2 années de suite. Ça fait très hater qui rabâche le même truc, mais j'ai un peu peur que ça passe plus. Comme toi, je trouve que Mike Conley prend de l'âge, encore plus que Lillard pour le coup. Et Lillard, je reviens juste une seconde sur Lillard, tu as raison. Il y a un vrai point important, c'est de savoir est-ce que Lillard, il arrivera encore à marquer près du cercle. Et ça, c'est un truc qu'il a de plus en plus de mal, et c'est une donnée très très importante dans son jeu. Et j'ose espérer que c'était que les blessures. Mais bref, Mike Conley, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prend de l'âge. Moi, Rob Dillingham, je connais pas assez, mais j'ai vu une vidéo. Je peux pas me baser sur des vidéos, mais la sélection de tir était tellement dégueulasse. Je me dis, mais il y a tellement de taf. Alors voilà, ils sont jeunes, et puis surtout, comme j'ai dit, c'est que des vidéos. Mais ouais, je me dis que pour créer du jeu en attaque, ça va être compliqué. Il y a des équipes qui auront appris à schématiser contre elle. Moi, je la vois vraiment baisser d'un ton. Mais je l'avais dans ce tiers. Hein. J'avais pris une autre équipe de l'Ouest avant. J'aurais eu New York. J'aurais pris New York devant. J'aurais pris Milwaukee devant. Et j'avais une autre équipe du coup. Mais je l'avais quand même dans ce tiers Minnesota, parce qu'il y a quand même du talent. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mine de rien. Que ça soit Naz Reid, évidemment Rudy Gobert, Kat, Jaden McDaniels, Edwards, Conley et Alexander Walker. Donc, et Joe Ingles qui arrive. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il va apporter, Joe Ingles, mais il y a quand même un effectif solide. Mais moi, j'ai peur que ça soit l'équipe qui passe de. Ils avaient fait finale de conf ou demi-finale? Non, finale de conf. Oui, ils ont sorti Denver. Qui passe de finale de conf à sortie au premier tour. Donc, carrément, j'irai jusque-là. J'ai peur que cette équipe, elle sorte au premier tour des playoffs. Mais écoute, de toute façon, on va voir. Du coup, je suis curieux de savoir, c'est quelle équipe, toi, tu avais prise devant? Et ben moi, c'est Phoenix. Moi, j'ai mis les Suns dans ce tiers, et je pense que les Suns ne peuvent que faire mieux, en fait. C'est vraiment à partir de là, je me dis, ok, c'est une équipe qui s'est qualifiée dans le top 6 et qui est sortie au premier tour des playoffs contre les Timberwolves, justement, qui a pris une vraie raclée contre les Timberwolves, alors que je pensais cette équipe capable de faire mal aux Timberwolves. Pareil. Mais là, il y a un coach que j'estime vraiment plus intéressant, même si Frank Vogel a aussi il a des atouts. Il a gagné quoi, 2 titres, un titre Frank Vogel, un titre avec les Lakers. Oui. Ouais. Mais je crois
beaucoup plus aux capacités tactiques de Budenholzer, mine de rien. Et je suis très déçu du jeu proposé par les Suns. En fait, je suis resté là-dessus sur Frank Vogel. Peut-être que je le juge vraiment trop à travers ce prisme. Mais je crois en Budenholzer. J'aime bien leur recrutement de Tyus Jones. Tu vois, Monte Morris, on en parlait. On se disait, c'est des joueurs quand même qui... Tyus Jones, je pense, c'est vraiment un joueur qui peut finir les matchs avec eux. Même si ça veut dire jouer avec Bill et Booker. Et donc, tu as 3 petits dans le 5 à la fin. Ça va être problématique. Tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis, non, mais les Suns, ça peut pas gagner, tu vois. Ça peut pas gagner. Là, je pense on fait partie. De toute façon, on rentre dans les équipes où tu te dis ça peut pas gagner. Ça fait maintenant peut-être 2 équipes même qu'on y est. Mais je pense vraiment qu'ils vont faire mieux. Et Kevin Durant, Devin Booker, ça reste quand même tellement fort. Je pense que c'est une équipe qui peut surprendre un petit peu, qui peut surprendre ceux qui n'y croient pas du tout. Voilà, je poserai comme ça. Écoute, moi je les avais comme toi, en fait. Enfin comme toi, je veux dire, je les avais aussi, c'était mon équipe suivante, donc je partage tout ce que tu as dit à nouveau. Je suis aussi d'accord en ce qui concerne Budenholzer et Frank Vogel, c'est que Budenholzer a quand même a montré dans plusieurs équipes qu'il était capable d'emmener des équipes loin. L'avantage, c'est que je me dis aussi qu'il devrait être capable de tirer, en tout cas j'espère pour Phoenix, de tirer le meilleur défensivement de ce qu'il aura sous la main et de renforcer un petit peu l'aspect défensif de cette équipe, sachant qu'offensivement, il n'y aura pas grand-chose à faire en fait, quelque part. Enfin, je veux dire, bien sûr, il faut trouver des formes de jeu qui fonctionnent et qui permettent à tout le monde de s'exprimer, mais tu l'as dit, tu as Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, tu vas mettre des points. C'est impossible de ne pas mettre des points. Comme toi, je pense qu'ils feront une meilleure saison. Et comme toi, je ne les vois pas contender malgré tout. Mais voilà, je pense que ça va être une bonne équipe de saison régulière qui va arriver en play-off plein d'ambition. Mais je ne pense pas que ça puisse aller au bout. Est-ce que tu arrives à imaginer un trade qui les fait passer un cap? Non. Je crois qu'on avait déjà posé la question dans le podcast. Non, pas malheureusement. Parce qu'en fait, le meilleur asset, l'asset qui serait le plus intéressant à trader pour Phoenix, je pense que c'est Bradley Beal. Et encore une fois, Bradley Beal, c'est un excellent joueur NBA. Hein. Je dis pas que c'est un clampin ou qu'il sous-performe en fait. Mais je pense que c'est celui-là que tu aimerais le plus trader si tu es Phoenix et que tu dois te renforcer. Et que malheureusement, c'est impossible en fait, tout simplement parce qu'il y a une clause qui leur rend intransférable. Et que derrière, je pense pas que tu puisses renforcer cette équipe en tradant Kevin Durant ou en tradant Devin Booker. Et après, à la marge, tu es vite quand même sur des role players. Je vois pas comment tu peux la renforcer. Toi, tu voyais un scénario possible? Non, je crois que Shai avait posé la question et justement, j'avais dit non. J'avais dit qu'il n'y avait pas vraiment de trade parce qu'en fait, Bill, tu n'as aucun compte. Enfin, tu vois, tu vas devoir il est à 50 millions déjà, tu ne peux pas les changer. C'est simple. Au-delà même de sa clause, 50 millions, tu ne les changes pas. Combien de salaire expirant, une petite équipe, elle te file pour 50 millions. Tu vois, ça ne se fait pas un trade comme ça. Ça ne marche pas. Tu ne donnes pas 2 mecs de 20 et un mec de 10. Tu ne donnes pas 3 joueurs tu vois, de ce standing contre Bradley Beal. Donc non, tu ne peux pas. Je pense que tu ne peux pas. Ouais. Tu es avec cet effectif et. Ouais, tu vois ce que ça donne. Mais Royce, je regarde là, tu vois l'effectif Royce O'Neal, Grayson Allen, Josh Okogie, Mason Plumlee, Nasir Little, Tyus Jones. Ça manque pas de talent, quoi. Ça manque un peu de two-way players, ce qu'on avait déjà dit. Je trouve qu'ils en ont un poil plus. Je trouve qu'il y a une rotation qui sera un peu plus claire. Je pense qu'ils peuvent gagner une série de playoffs en fait cette année. Voilà, c'est ça. Peut-être comme ça. Après, on arrive vraiment dans les équipes là où j'ai eu le plus de mal à classer les unes par rapport aux autres, vraiment. Parce qu'elles ont toutes des arguments, toutes d'énormes défauts. Il y en a plusieurs où il y a d'énormes points d'interrogation qui les entourent. Donc, je vais te dire quelle équipe j'ai choisi après. C'est pas forcément mon équipe de cœur. Je suis parmi celles qui restent. Je suis même pas sûr en fait qu'elle soit à cette place-là. Mais c'est finalement celle où pour laquelle je pense avoir le plus de certitude sur ce qu'ils devraient être capables de faire. Tu sais un petit peu ce qui m'avait poussé à prendre les Knicks très haut, parce que je me dis cette équipe-là au moins je sais ce qu'il devrait y avoir sur le terrain, et j'ai choisi les Indiana Pacers parce que je trouve que l'effectif est complet. Il a prouvé qu'il pouvait aller loin dans un contexte très particulier, mais aller loin malgré tout. C'est une équipe qui a trouvé des ressources. Et ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans leur parcours l'an dernier, notamment dans la série face à New York, c'est l'espèce d'identité défensive que cette équipe a su s'inventer ou se réinventer sur une série ou une demi-série.
Et ça, pour moi, je pense que ça peut être un vrai facteur de progression si l'équipe arrive à gagner de la constance à ce niveau. En Tyrese Haliburton, alors c'est un joueur, je t'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des avis qui fluctuent en fait sur le niveau, sur le potentiel de statut de franchise player de ce joueur. Il n'empêche que c'est un joueur bourré de talent qui te booste une équipe tout de suite. Il l'a montré. Et en fait, quand je regarde le roster, je trouve ça complet. Je trouve qu'en sortie de banc, il y a des joueurs qui sont solides. Tu vois, TJ McConnell, qui a re-signé d'ailleurs, bah voilà, c'est pas flashy, mais c'est sérieux et ça te cadre une équipe ça te cadre une seconde unit. Alors, Ben Mathurin, je sais pas s'il pourra s'il sera là dès le début de la rentrée. Tu sais si sa blessure est terminée? Je sais plus, je sais pas du tout. Il y a du talent, mais finalement, je trouve c'est bien de l'avoir en sortie de banc aussi. Tu vois, de te dire, il sera pas forcément un titulaire. C'est plutôt peut-être une menace offensive en sortie de banc. Voilà, j'aime bien en fait ce roster et je trouve que c'est bien coaché aussi. Moi, je pense qu'il a perdu sa place d'utilitaire parce qu'il y a Andrew Nembhard, que moi je trouve excellent, qui a été excellent, qui est très intéressant. Et c'est marrant parce que j'avais Indiana toujours dans ce tiers. Alors là, on est dans le tiers où j'ai 9 équipes, je crois, donc ça ira même au-delà de 16. Et c'est pas l'équipe que j'ai notée en premier dans le tiers. Mais là, quand tu as dit Indiana, j'ai commencé à relire, tu vois, les équipes, à regarder. Et en fait, je suis raccord avec toi. J'ai du mal à trouver une équipe où je me dis absolument, ouais, non, Indiana est en dessous de cette équipe-là. Alors, c'est dur, hein, on est sur un tiers où je les trouve toutes très proches les unes des autres. Mais Indiana, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas un énorme fan d'Haliburton, même si pourtant j'ai souvent défendu le bonhomme et je trouvais que le trade était incroyable pour Indiana et j'aime bien le gars. Il y a des trucs que j'aime bien chez lui. En fait, je suis resté, j'ai encore la petite pilule du classement Oops Hype où il est 12e devant LeBron et Curry. Tu vois. Oui, forcément. Et c'est même pas de sa faute à lui, il a rien à voir avec ça, tu vois, mais de me dire non, mais c'est des ouf. Et j'aime beaucoup, je trouve Pascal Siakam aussi. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que je pense qu'ils sont à la période où ils n'ont pas encore besoin de se demander complètement lequel est leur meilleur joueur et que les deux font, tu vois, tu es presque à deux co-leaders qui remplacent un potentiel leader tout seul. J'aime bien le fonctionnement et tu as raison. Attention, c'est talentueux, ça va vite, c'est athlétique, ça a progressé en défense pendant les playoffs et tout, ça a montré des choses. Je pense qu'eux-mêmes, ils se sont prouvés des choses. En fait, ouais, on peut défendre et garder notre identité. Donc non, je suis d'accord avec toi. Je pense que avec le recul, alors si c'est moi qui avais piqué, j'aurais pas piqué Indiana, mais là maintenant, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est la meilleure équipe de celles qui viennent ensuite. Ce qui est paradoxal vraiment, c'est que c'est pas l'équipe que je préfère des équipes, tu vois, qui suivent. En fait, il y en a au moins 2-3 où je me dis, enfin, paradoxalement, je pourrais me dire, et puis on viendra sur celle-ci, tu vois, leur plafond est plus haut que celui d'Indiana. Mais j'ai plus de questions en fait, tu vois, plus d'incertitudes. Donc qu'est-ce que tu prendrais maintenant? Alors du coup, donc là c'était en 10e pick, il nous en reste encore 6 à prendre. Bah là c'est dur, c'est très très dur. Et c'est vrai que tu viens de dire, tu vois, plafond plus haut. Je sais que moi je m'attache moins que toi des fois à ouais mais tel truc va pas marcher, tu vois. Et je suis très tenté. Attends, je réfléchis. Donc là, on se dit, il faut jouer le titre. Il n'y a pas dans la ligue toutes les équipes qu'on vient d'enlever. On est d'accord. Donc on est sur une ligue où il n'y a pas les Bucks, il n'y a pas tout ça. Il faut jouer le titre. Le problème, c'est qu'on aurait dû donner dans nos définitions, est-ce qu'on commence au playoff? On va assumer, même si évidemment on fait des facteurs, je vais assumer. En tout cas, moi, je vais assumer que tu as ton effectif en bonne santé. Et je vais prendre les Clippers. Wow, je vais prendre les Clippers. Ils étaient même pas sur mon classement. Ils sont même pas sur ma page Word. Je suis hyper étonné. T'as pas les Clippers dans les 16? Non, mais là, t'es un haters. J'y crois zéro. Mais non, mais c'est cool. Car c'est carrément. Je m'attendais pas du tout. C'était même pas un haut de. Tu vois, mais t'es un ouf, c'est un haut de surprise totale. En fait, là, par rapport aux équipes qui me restent. Attends, parce que ça veut dire. J'aime pas, c'est la meilleure équipe de Los Angeles, tu vois. Je sais pas, c'est dur. Parce que quelque part, ce que je vais faire là, le passe droit que je vais laisser à Kawhi, c'est dire que c'est une manière de ne pas le laisser à Zion, en fait, en prenant les Clippers devant les Pelicans, tu vois. Même les Cavs.
Non, allez, je vais rester sur les Clippers. Vas-y, c'est pas grave. Je vais rester sur les Clippers. Je suis pas sûr. Mais je pense, en fait, dans un monde où il n'y a pas toutes les équipes au-dessus, cette équipe, elle est quand même très forte. En fait. Elle a perdu Paul George, certes. Mais Paul George, je trouve, c'est une énorme. Le départ de Paul George, c'est le fait que tu peux plus jouer le titre. C'est juste ça pour moi. C'est ça, en fait. C'est ce qui change pour les Clippers, grosso modo, c'est que tu ne peux plus jouer le titre. Tu es officiellement plus un candidat au titre. C'est impossible. Tu ne peux pas gagner le titre avec juste James Harden et Kawhi Leonard. Je pense que ça, c'est plus possible. Et la perte de Paul George, c'est évidemment que si Kawhi n'est pas là, tu n'as pas de quoi traverser la saison régulière. Je vais miser sur le fait que Kawhi va être là. Alors, c'est un énorme pari auquel toi, tu me diras, ouais, moi, j'ai misé sur le fait qu'il ne serait pas là. Et l'histoire te donnera plus souvent raison qu'à moi. Mais sur le papier, quand tu as quand même Kawhi, James Harden, Norman Powell, Ivica Zubac, Terrence Mann, Derrick Jones, Chris Dunn, Nicolas Batum, Amir Kofi, que j'aime bien, Mo Bamba, ça c'est un peu rajeuni. C'est moins fort que les années précédentes, mais je pense que c'est une équipe à 45 wins en fait. Tu vois, les Clippers, c'est une équipe à 45-47 wins. Et je pense qu'on est à peu près dans cette catégorie-là sur les équipes qui nous restent. Tu me dis, on fait des playoffs avec que les équipes qui nous restent et Kawhi, il est là. Je pense que cette équipe, peut-être, elle gagne. Je ne suis pas méga convaincu, hein, ça se voit, je crois, mais voilà. Je pense qu'il reste quand même encore beaucoup de talent à Los Angeles et un excellent coach. Excellent coach, complètement. Alors moi, j'ai pris en considération le fait qu'il y avait toute une saison à jouer et pas juste les playoffs. Et pour moi, les Clippers, en fait, ils sont pas dedans parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai aucune confiance dans trop de choses dans cette équipe, en fait. J'ai aucune confiance en James Harden pour performer et être le go-to guy d'une équipe qui gagne en playoff. J'ai aucune confiance en Kawhi Leonard tout court. J'ai l'impression que c'est un joueur fictif, en fait. Le mec, on l'a pas vu sur un terrain dans la durée depuis 2019, quoi. 2019. Toutes les autres années, il y a eu un problème à un moment important pour son équipe qui a empêché son équipe de performer à son plein potentiel. Je pense que, honnêtement, c'est peut-être abusé, mais dans la liste des meilleurs 75 joueurs de l'histoire, c'est vraiment, tu as pris le pick Kawhi, et effectivement, il a été MVP de 2 finales différentes, donc c'est historique. Mais sur la durée, en fait, c'est un joueur dont le pic est extrêmement court, en fait. Le pic du moment où tu as pu dire c'est un franchise player et on peut jouer avec lui et qu'on sort sur lui, enfin, ça, c'est pour un autre débat. Mais du coup ouais, j'ai trop de questions. Le départ de Paul George, effectivement, l'effectif, il est correct. Excellent coach en Tyronn Lue. Mais ouais, enfin, moi, j'ai zéro confiance dans cette équipe pour être sur la durée. Parce que ces 2 meilleurs joueurs, il y a trop de points d'interrogation pour moi autour de ces deux meilleurs joueurs. Un tout petit bémol, pas bémol, un tout petit point qui peut éventuellement optimiste, c'est que c'est une équipe qui peut faire un trade. Dans le sens où, alors, elle en masse salariale, elle est blindée, donc il faudrait respecter l'équipe des masses salariales. Et je ne me souviens plus qu'est-ce que ça donne exactement le nombre de picks qu'ils ont disponibles. Mais les contrats expirants de Terrence Mann, de PJ Tucker, le contrat de Norman Powell, celui d'Ivica Zubac, tout ça, c'est des deals que tu peux inclure assez facilement en cours de saison si tu as besoin de t'améliorer et de changer des pièces. Et il n'y a aucune pièce qui leur permettrait d'être champion. Je le répète, je pense que ça, c'est mort. Mais par contre, on sait que notamment sur ces équipes-là, ces équipes un peu du milieu de tableau, 1 ou 2 bons trades et tu te retrouves un rang au-dessus, tu vois. Et tu n'es toujours pas un contender, mais par contre, tu es un rang au-dessus et tu es en mesure de te dire peut-être que je peux passer un tour, tu vois. Et voilà. Ça c'est peut-être une petite note d'optimisme pour les Clippers. Il faudrait que je regarde. Je ne pense pas que toutes les équipes dans cette zone aient des pièces faciles pour mettre facilement en place un transfert. Eux, ils ont ça à la limite pour eux. Non, Non, t'as complètement raison. Le truc, c'est que je me dis, si je suis les Clippers, c'est que je fais un trade, c'est pas pour gagner maintenant, c'est pour récupérer des pics pour la suite, parce que de toute façon, je sais que je serai pas champion avec cette équipe-là et que je suis pas à un trade de pouvoir être contender. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Après, tu vois, je te dis tout ça, et pourtant, l'équipe qui vient derrière, c'est l'équipe la plus inclassable habituellement de la ligue. Moi, j'ai pris les Pelicans, malgré tout, parce que moi, j'aime bien le trade de Dejounte Murray.
Je trouve que ça a du sens. Et un petit peu comme ce que tu disais à l'instant sur les Clippers, ça a du sens. Et je me dis, ça te permet de voir si ça marche pas, de mettre en place un deuxième trade s'il le faut pendant la saison. Et en fait, encore une fois, quand je regarde le roster, moi, je trouve que c'est un roster qui est costaud, quoi. Je vous donne le 5 potentiel. Donc, DeJounte Murray, CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion Williamson, Daniel Theis. Et sur le banc, José Alvarado, Herb Jones, Trey Murphy, je pense, qui est vraiment sur le point de passer un cap. Je pense que l'an dernier, finalement, sa blessure de début d'année a ralenti sa progression, mais moi, je serais pas étonné qu'il passe un cap cette année. Donc, j'aime vraiment bien le roster de cette équipe. Bon, maintenant, pourquoi aller dans ce tiers-là? Tu vois, tout à l'heure, je te disais le plafond. Je pense que le plafond, il peut être très haut pour cette équipe. Et en même temps, c'est pas un hasard. Là, on est finalement, tu vois, on fait le top 15, le top 16 des équipes, et on les prend 12e parce que la santé de Zion Williamson, je redis, cette stat, elle est trop folle pour moi, qui a jamais joué un match de playoff de sa carrière. La situation de Brandon Ingram, où quand il est sur le terrain d'un match à l'autre, il ressemble un match il va ressembler à Tracy McGrady du Magic et l'autre match il va ressembler au Tracy McGrady des Spurs. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et puis voilà, là on sait en plus qu'il n'était pas au premier rassemblement entre joueurs, donc déjà tu dis bon bah ça part bien cette histoire. Donc beaucoup de points d'interrogation. Par contre, en termes de talent pur, vraiment, je pense que c'est une équipe dont le plafond est haut, mais je serais moins étonné malheureusement que cette équipe se plante pour X raisons plutôt qu'elle performe au niveau où elle devrait performer. Quand j'ai pris les Clippers, là, tu sais, je relisais le tiers et c'était celle avec j'étais en train de me dire Pelicans, Clippers. Et au final, j'ai mis le bémol à Zion alors que je pourrais très bien le mettre à Kawhi. Il y a même plus de raisons de le mettre à Kawhi parce que Zion, il a encore des choses à prouver. Kawhi, il a 2 titres. Au pire, si sa carrière elle s'arrête demain, tu vois. Zion, lui, à un moment, il va falloir qu'il soit en bonne santé d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc, et j'ose espérer que c'est pour cette année parce que tu as raison, le plafond il est haut. Je suis pas méga hype moi par le trade de DeJounte Murray. Je t'avoue, je suis pas méga hype par DeJounte Murray. Je pense que c'est un joueur un peu surcoté, mais par contre, c'est un mec qui se donne et c'est un mec qui a du talent. Et en fait, les Pelicans, ils sont même pas encore au stade où il faut réfléchir au fit parfait, tu vois. J'aime pas particulièrement le fit des masses, même s'il y a des trucs où je me dis c'est cool parce que ça va être une équipe dynamique et athlétique et c'est exactement ça, DeJounte Murray, c'est un meneur dynamique et athlétique. Donc je pense qu'il peut les aider à être bons. Je pense qu'il peut pas les aider à être grands. Mais en fait, à un moment, les Pelicans ne sont plus à ce stade d'être grands. C'est déjà juste être bon avec Zion et on voit, tu vois. Et après, on verra comment être grand. Et c'est vrai que sur ça, il y a du talent. Alvarado, Murphy. Moi aussi, j'adore Murphy. On est à une explosion de Murphy d'avoir peut-être le trade de Brandon Ingram, cela dit. Hein. Mais si ça clique, cette équipe, elle peut finir dans le top 4 à l'Ouest. En fait, tu sais, pour Murray, parce que moi, je suis pas un fan absolu de DeJounte Murray non plus, mais je préfère l'avoir dans un scénario où il est potentiellement la 3e option ou la 4e option d'une équipe que dans une équipe où tu te poses la question de savoir si ça va être la première ou la 2e, comme c'était le cas à Atlanta. Donc en fait, je me dis, si lui, il a compris le truc, il est dans un contexte où ses qualités il devrait juste avoir à jouer sur ses qualités sans qu'on les attentes soient immodérées, soient trop grandes en fait. Mais je comprends hein, sur le fit, je dis pas que c'est optimum non plus. Non, mais après, de toute façon, t'as raison, c'est un mec qui a du talent. Et puis les pays, tu vois, 30 millions pour DeJounte Murray, ça reste honnête, comme tu l'as dit, tu peux retrade, tu peux trade McCollum si tu le décides, si ça marche bien avec Murray. Enfin bref, il y a plein d'options du côté des Pelicans. La seule clé, de toute façon, on l'a dit, on va le répéter encore et encore, c'est juste que Zion, il est là, c'est tout. T'imagines là, parce que tu as donné le 5 avec Daniel Theis. Alors, moi, je vais donner un 5 qui ne sera pas le 5 majeur, mais juste imagine, tu finis le match avec Zion en pivot, Herb Jones à côté de lui, Brandon Ingram, McCollum ou Murphy et Murray. Franchement, je trouve ça hardcore. C'est un 5 qui, à mon avis, va avoir un net rating. Ce 5-là, pareil, dans les trucs à vérifier cette saison, j'ai hâte de voir le net rating de ce 5. Ça va être insolent. Hein. Ça va être sur des petits échantillons si Zion est blessé, mais ça sera insolent. Genre 120 points marqués, 84 encaissés, des trucs comme ça. Enfin bref. Ouais, ça va être le truc à suivre. Donc là, on est à 12 équipes, il nous manque plus que 4. Donc il n'y a plus qu'un quatuor d'équipe. Qu'est-ce que tu prends, Antoine ? J'hésite entre 4 déjà.
Je vais faire par élimination. Je vais pas prendre eux. Allez, je vais prendre Cleveland. Je vais donner un peu d'amour à la conférence Est quand même. Je vais prendre les Cavs parce que ça reste une équipe jeune. Parce que ça reste une équipe qui a un joueur dont la marge de progression peut lui permettre de rêver plus grand. Je pense évidemment à Evan Mobley. Je ne suis pas maxi convaincu qu'Evan Mobley soit un jour une superstar de cette ligue. Je pense que voilà, les comparaisons avec Chris Bosh, avec Tim Duncan, avec Kevin Garnett, tout ça, elles sont intéressantes, mais au final, c'est pas un hasard si ces gars-là sont des Hall of Famers. Je pense pas qu'Evan Mobley il atteindra forcément ce niveau, mais je suis même pas sûr que ce soit forcément nécessaire de toute façon. Et il y a quand même beaucoup de talent. Garland, Mitchell, Allen, Levert, Strus, Okoro, George Niang. Le coach, c'est Kenny Atkinson, un coach en qui je crois. Ouais. Non, je pense que cette équipe peut faire mal. Cette équipe aurait pu être prise plus haut devant les Clippers. Mais il y a du talent à Cleveland. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, je les avais aussi ensuite. Ouais, non. Puis Donovan Mitchell, mine de rien, voilà. Là, on est sur des équipes qui peuvent viser au mieux le second tour. C'est ça. Hein. Là, on est sur des équipes où on se dit, bah ouais, la logique, c'est que tu sors plutôt au premier et peut-être tu peux viser le second. Et j'ai l'impression que Donovan Mitchell, tu sais que le second tour, c'est un endroit auquel il va t'amener fréquemment. Donc, voilà. Pas sûr que ça puisse viser beaucoup plus haut, mais. Ouais, non, mais je partage. Pour le coup, j'ai rien à rajouter, c'est parce que je les avais exactement à cet endroit-là et je partage tout ce que tu as dit. Et notamment le fait que Donovan Mitchell, je pense que voilà, c'est effectivement le genre de joueur. C'est un franchise player en playoff dans le sens où il peut te porter sur une série, sur un match clé. Il fait partie des mecs que tu préfères avoir dans ton équipe que contre toi. Donc, ouais, je partage ton avis. Je vais enchaîner, c'est très dur derrière. Derrière, c'est très très dur parce que en fait, c'est dur de mettre une équipe au-dessus d'une autre. Tu vois, là, j'en avais noté une et finalement, c'est pas celle-là que je vais prendre. Moi, je vais prendre le Orlando Magic au final parce que. Moi, j'aurais squeezé, je pense. Elle est dans mon truc, mais je l'aurais squeezé. Ouais, vas-y. Okay. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Mais là, honnêtement, il y a 5-6 équipes. J'ai énormément de mal à les classer les unes par rapport aux autres. Je vais prendre Orlando pour une raison qui est simple. C'est que j'adore le potentiel de Paolo Banchero. Je trouve c'est un joueur qui a progressé d'une saison à l'autre et même au sein d'une saison il a progressé et même l'an dernier durant leur passage en play-off j'ai trouvé intéressant sa manière de rebondir après un mauvais match pour refaire un bon match derrière. Je trouve que c'est un joueur qui manifestement a qui a à cœur d'apprendre de ses erreurs en fait. Du moins c'est comme ça que je l'analyse de très loin parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler, de lui parler, mais j'ai l'impression que voilà, il est pas simplement à regarder ce qui s'est fait très bien et à se dire bah ça faut que je continue à le faire encore mieux. J'ai l'impression que c'est vraiment un mec qui regarde aussi ce qui fait pas très bien ou pas assez bien et qui se pose la question de savoir comment progresser. J'aime vraiment bien son association avec Franz Wagner. J'ose croire que l'an dernier c'était la dernière fois où Franz Wagner sera aussi maladroit au tir. Et que même si ça sera jamais un shooter d'élite, j'ose penser, en fait, je parie sur le fait qu'il ne peut être que meilleur au tir. Et s'il est meilleur au tir, en fait, ça change tout quasiment pour Orlando. Moi, j'aime bien cet effectif. Ils ont une identité forte. Ils jouent dur, ils défendent comme des chiens, ils jouent la relance. Ils ont des joueurs qui ont complètement accepté leur rôle. Tu vois, un joueur comme Jalen Suggs. Donc, j'étais pas du tout convaincu à sa sortie de fac. J'arrivais pas vraiment à voir quel type de joueur c'était. Là, j'adore en fait. J'adore dans son rôle de, tu vois, une espèce de Josh Hart bis là qui va se donner à fond, défendre dur. Il va forcer ton meneur adverse à se faire chier, à monter la balle. Rien n'est simple et tout. Je trouve qu'il donne le ton pour toute cette équipe en défense. Voilà, je trouve que c'est bien coaché aussi par Jamal Mosley. Il y a toujours ce point d'interrogation autour de Jonathan Isaac. Est-ce qu'il pourra rester sur le terrain ? Est-ce qu'il peut ce qu'il fait déjà très bien, est-ce qu'il peut le faire mieux ? Est-ce que ce qu'il fait pas bien, il peut commencer à le faire ? Il y a du potentiel. Donc voilà, j'aime bien ce qu'a cette équipe. Et puis, alors je sais qu'on n'était pas forcément d'accord tous les deux là-dessus, Antoine, mais je pense que Kentavious Caldwell-Pope, c'est un joueur qui peut changer la donne à la marge pour cette équipe en termes d'état d'esprit. C'est un mec qui a gagné le titre, qui a gagné 2 titres même, un titre avec les Lakers dans la bulle et un titre avec les Nuggets. Et moi, je m'attends à ce qu'il joue un petit peu ce rôle de leader vétéran et en même temps qu'il apporte ses qualités d'adresse. Donc voilà, je prends Orlando, mais encore une fois, je suis curieux de voir toi ton avis
avis là-dessus et ce que tu as pris par la suite, parce que c'est vraiment un chapeau dans lequel il y a pas mal d'équipes, je pense. Ouais, je l'avais évidemment dans ce chapeau. Kentavious Caldwell-Pope, je pense que c'est une super recrue. En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me dis que pour vraiment il ait un impact sur le terrain, je parle pas du vestiaire pour le coup, même si je comprends ce que tu as sur le vestiaire, c'est que sur le terrain, j'ai le sentiment qu'il va devoir hausser son nombre de tirs à 3 points tentés, son volume, tout en gardant la même adresse. Et je sais pas s'il en est capable après avoir signé un contrat comme ça. Tu vois, alors il n'a pas signé un énorme contrat, mais voilà, il y a un peu de relâchement forcément. Et ça, pour moi, c'est une des clés, mais ça rejoint aussi Franz Wagner sur l'adresse extérieure. De toute façon, je pense que l'attaque va être une clé pour le Magic. Ça reste une équipe qui va défendre fort, qui a beaucoup de qualité. J'ai la même lecture que toi sur Banchero. J'ai aussi l'impression que c'est un mec qui cherche à apprendre de ses erreurs. Moi, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Ouais, non, le Magic, c'est clair, ça sera une bonne équipe. Tu vois, on a mis Indiana et Cleveland devant, mais quelque part, c'est des équipes proches. Orlando, Cleveland, Indiana. Celle qui performe le mieux sera celle qui peut être 4e ou 5e de la conférence Est et du coup être considérée comme outsider. Et il y a peu de différence entre toutes ces équipes-là. Bah voilà, l'an dernier, c'était Indiana. On verra si cette saison, c'est encore les Pacers qui s'en sortent le mieux. Le Magic est pas loin des Pacers et pas loin des Cavs. C'est tenté, c'est risqué ce que je veux dire, mais ils sont peut-être même pas si loin des Knicks ou des Bucks selon la manière dont Banchero et leurs jeunes joueurs évoluent. Ouais, c'est marrant, je suis d'accord avec toi parce qu'au bout du compte, je pense que Orlando, alors c'est pas dit que ça sera le cas, mais limite, ils sont plus près de pouvoir passer un vrai cap, que peut-être Indiana de maintenir ce niveau ou de passer de continuer sa progression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Si. Parce qu'en fait, en Banchero, je pense, mais vraiment, de toute façon, notre vision d'Orlando repose sur la manière dont on voit Paolo Banchero. Moi, j'ai l'impression qu'il a l'étoffe d'un potentiel vrai franchise player. Et donc, en fait, ce type de joueurs, c'est des joueurs il suffit qu'ils progressent. Enfin, chaque fois qu'ils progressent, ça augmente tout le niveau de l'équipe. Ça fait passer l'équipe à un autre stade. Et donc, c'est ça qui sera intéressant de voir. Ah, yeah. Allez, 2 dernières équipes. Qu'est-ce que tu as, Antoine ? Quelle légende je prends en premier entre les deux? Oh là là, on est dur. On est vraiment sur des équipes qui jouent pas du tout le titre, tu vois. Ouais, je suis désolé pour les Lakers. Je vais quand même prendre Golden State. Je vais aller sur les Warriors. Alors, je sens que tu avais Miami, toi. Quelque chose comme ça. Miami est dans le chapeau que j'ai, mais j'ai pas d'ordre précis là pour ces équipes. Moi non plus. Moi non plus. Il reste Miami dans mon chapeau. Je te dis, tiens, regarde, je dis, là dans mon chapeau, il reste Sacramento, les Lakers, Golden State et Miami. Et du coup, pose une question juste. Il y a pas les Grizzlies du tout dedans? Non. Okay. Juste en dessous, avec les Rockets. Okay. Et je me suis demandé du coup qui t'avais vu que t'avais pas les Clippers. Mais du coup, j'ai ma réponse. Et il y avait une autre équipe là que j'ai citée qu'il n'y a pas? Que toi, t'as non. Il me restait Memphis, Miami, Kings et Warriors. Ok. Non, et du coup, j'ai mis Memphis un cran en dessous, mais pour d'autres raisons, ça peut être une belle surprise cette saison, les Grizzlies, je le reconnais. Je vais prendre les Warriors plutôt que les Lakers, malgré le fait qu'il y ait 2 vrais stars aux Lakers. Et je suis pas sûr d'avoir max d'arguments. En fait, j'aime bien le recrutement des Warriors. J'aime bien les arrivées. D'Anthony Melton, Kyle Anderson, Buddy Hield, je suis moins convaincu. En fait, Golden State, c'est une équipe, je trouve, très dure à classer parce que d'un côté, ça va te dire, il y aura un discours de la franchise qui on veut rester compétitif pour Curry. Avec Draymond Green, on a toujours du talent. Et c'est vrai, il y a du talent. Et d'un autre côté, tu sens quand même qu'il y a un vrai changement d'époque et qu'on est en mode, tiens, on croit vachement en Podziemski, en Jonathan Kuminga, etc. Et je ne suis pas maxi convaincu que ces gars-là soient suffisamment forts pour vraiment faire des Warriors une équipe qui s'installe dans le top 6 de la conférence Ouest, par exemple. Je ne sais pas combien d'équipes de l'Ouest on a déjà citées là, mais j'ai l'impression que les Warriors n'auront pas d'autre choix que de passer par le play-in. Podziemski, j'aime beaucoup. C'est la 8e équipe de la conférence Ouest.
Ouais, c'est à peu près la place que je leur donnerais entre 8 et 10. Euh, Faudrait que Podziemski et Kuminga passent des gros caps ou que Wiggins revienne très fort pour que vraiment les Warriors soient intéressants. J'ai peur que ça soit un peu juste. Du coup, les Lakers sont un plus grand plafond, mais je vais rester sur Golden State. Allez. Ouais, la question sur les jeunes et sur Wiggins est hyper pertinente. Pour Wiggins, on sait finalement ce qui se passe. Hein. Son papa est décédé fin de semaine dernière, donc on imagine que c'était ça, effectivement, les fameuses histoires personnelles qu'il avait contraint à quitter l'équipe à plusieurs reprises. Ça reste, pour moi, il reste le facteur X de cette équipe, potentiellement, même si je suis d'accord avec toi. Hein. De toute façon, c'est pas une équipe, je la vois pas jouer le titre. Pour Kuminga, on en avait déjà parlé. Moi, j'ai du mal à le voir dans un rôle j'ai du mal à imaginer en lui un potentiel All-Star. Pas un mec qui sera All-Star, mais t'es le mec qui est juste en dessous, tu vois, qui est juste en dessous de la limite. J'ai du mal à le voir à ce niveau-là dans la constance. Podziemski, les Warriors y croient à fond. C'est déjà un très bon joueur. Mais pareil, là, pour l'instant, je vois pas ce potentiel ni ce profil. Je demande qu'à me tromper. C'est une équipe que j'aime bien et lui, j'aime bien vraiment sa manière de jouer, etc. C'est un vrai joueur. Mais oui, voilà. Je suis pas étonné que tu les prennes à ce stade-là. Ils étaient à peu près là pour moi. Tu vois, ils étaient dans les derniers spots de cette liste. Yes. Allez, je vais prendre le dernier. Très dur. Moi, je vais faire le choix du cœur, honnêtement. Je n'étais même pas forcément parti pour prendre cette équipe. Tu sais, au début, je me disais, Memphis quand même et tout. Et en fait, en regardant le roster, je trouve pas ça si fort que ça. Et si Ja Morant n'est pas là, c'est limite, pour moi, c'est direct loterie. C'est loterie band, quoi. Donc, un peu sur le même principe. J'ai pas confiance, en fait, simplement parce que Ja Morant, pour des raisons de santé ou extra-sportives, nous a montré qu'il sur ces 2 dernières saisons, on ne pouvait pas forcément compter sur lui, donc je vais pas prendre les Grizzlies. Long préambule, je vais finir avec le Miami Heat, malgré tout, parce que, voilà, c'est pas surtalentueux, mais c'est sans doute l'équipe qui sait le mieux tirer profit de son manque de talent pour gagner des matchs, tout simplement. Pour t'embêter, même si c'est un match, que ce soit un match finalement au mois d'avril ou en plein mois de novembre, ça va être toujours aussi chiant à manœuvrer. Donc, je vais prendre le hit, sachant que, pardon, qu'il y a toujours des questions autour de Jimmy Butler, son entente avec le club, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur une prolongation? Je vois pas en Jimmy Butler le type de joueur qui va refuser de jouer s'il n'a pas sa prolongation ou qui va jouer en s'en foutant. Je pense que c'est pas dans son ADN. Bam Adebayo, que j'aime vraiment, j'adore ce joueur. Parfois, j'ai été un peu critique, comme disant, ouais, il passe pas le cap. Au bout du compte, il l'a passé, en fait. Simplement, il l'a pas passé d'une saison à l'autre, il l'a passé sur plusieurs années lycée. Et voilà, c'est pour moi un All-Star indiscutable. C'est un mec qui a de l'impact des deux côtés du terrain et sur qui tu peux. Alors, c'est pas un franchise player, je pense pas que ce soit un franchise player, mais c'est un joueur autour de qui tu peux construire et qui va t'assurer une base. Donc voilà, je prendrai le 8 en 16e choix de ce power ranking. Ouais, j'avais aussi le 8. Moi, j'avais mis Memphis en dessous, tu vois. Du coup, j'avais vraiment mis Memphis dans la catégorie en dessous avec Houston. Je pense que Ja Morant va être revanchard. Je pense que les Grizzlies, même au final, les 2 saisons, ils sont très forts, mais il y a vraiment une saison où il n'y a qu'une saison où ils passent un tour de playoff. Ils passent un tour de playoff en battant Minnesota dans une conférence Ouest qui est en semi-transition. Après en semi-transition, après la perte des Warriors, même si les Warriors gagnent finalement le titre en 2022 en sortant justement les Grizzlies, je pense qu'on les a vus un peu plus beaux que ce qu'ils ne sont. Tu vois, par exemple, je suis désolé, c'est un nouveau préambule sur les Grizzlies, mais c'est intéressant de parler des Grizzlies. Tu vois, Ja Morant, il est très fort, oui, mais il y aura toujours des interrogations sur son physique, sur son extra-sportif, sur sa mentalité, sur son adresse. Si tu chipotes un peu, tu peux aller sur son adresse. Et même avant ça, tu pourras parler de sa défense. Tu vois, il y a pas mal de trucs, même si ça reste une superstar, il n'y a pas de souci. Desmond Bane, il est très fort, mais est-ce que c'est vraiment All-Star? Je pense pas. Tu le vois, Desmond Bane être All-Star dans cette ligue? Je pense que c'est un scénario où il peut être All-Star, oui, dans une équipe qui était. Mais faut que ça. En fait, pour moi, c'est le type de mec qui peut être All-Star si l'équipe. Finité, si l'équipe est 2e de la conférence Ouest ou 3e de la conférence Ouest au moment du All-Star Game, c'est un mec qui peut être All-Star. Ouais, mais du coup, pour moi, si l'équipe elle est 2e de la conférence Ouest, c'est que c'est pas ton 3e meilleur joueur, c'est que c'est ton 4e meilleur joueur et qu'il y a 3 autres mecs qui seront envoyés All-Star Game avant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis pas sûr que. Ok. Je le vois, je Enfin, pense que je le vois meilleur que toi, mais effectivement, ça mais se je le défend. trouve pas mauvais, hein, le gars. Bien C'est sûr. un buffle, il est combatif, il met des points, c'est un gros scoreur. Tu vois, je le trouve vraiment pas mauvais. J'arrive juste pas à savoir où effectivement, c'est peut-être des one-shot All-Star, tu vois, des All-Star, mais c'est pas un pérennial All-Star. Jaren Jackson Jr., je pense que c'est. Moi, je le trouve surcoté de ouf. Je suis désolé, je l'ai déjà fait comprendre plusieurs fois. Je le trouve surcoté. Après, voilà, c'est pas un mauvais joueur, hein, mais je pense vraiment que c'est pas. C'est quand même un mec qui a été présenté comme talent générationnel, mec qui va révolutionner la ligue. Alors, ça, c'était des attentes qui étaient sans doute. Je ne devrais pas me baser sur ces attentes-là parce que c'était sans doute pas juste, tu vois. Mais du coup, j'ai du mal. Je suis pas. Après, il y a des bons jeunes, mais par définition, c'est jeune, quoi. C'est jeune Ouais. et je pense pas que les Grizzlies aient de quoi. Voilà, juste, ils vont être revanchards. Ils ont ce côté nous contre tout le monde. Donc, il y a des trucs où effectivement, ça peut aller jouer les playoffs et être un peu chiant, mais je vois pas cette équipe gagner un tour à l'Ouest. Ça me semble impossible. Et bref, sur Miami, je suis d'accord avec toi, mais c'est là où c'est un peu le défaut de notre ranking, c'est que on commence à parler. On a dit, ouais, c'est quelle équipe on prend pour jouer le titre, mais au bout d'un moment, en fait, c'est sur des équipes qui sont tellement loin de jouer le titre. Tu vois, s'il y avait juste des playoffs, en fait, je pense que les Lakers, ils battraient le Heat sur une série. Tu vois. Alors, et encore. Mais si. Je pense que LeBron et Anthony Davis, en fait, c'est trop de talent pour, sur une série, pas battre le Heat. Tu vois. C'est une série que j'aimerais bien voir. Franchement, c'est une série que j'aimerais bien voir parce que tu as les deux meilleurs joueurs sur le potentiel qui sont en dehors de leur prime ou qui sont quand même âgés. Bon, pas dans les mêmes mesures, mais LeBron et Jimmy Butler. Et j'aimerais bien revoir une série. On Davis l'a déjà vu, en fait, Adebayo. on l'a vu dans la bulle, Ouais. mais Bam Ouais, Adebayo, mais le Anthony Heat Davis. était pas Mais Bam encore. était blessé en plus. Bam était blessé à l'épaule. Ouais, et puis c'était pas le BAM de maintenant. Ouais, exactement. C'est intéressant parce que pour moi, c'était les deux meilleurs big men de Team USA cet été, par exemple. Donc, ça serait un. Il y a- Ouais. il y aurait Tyler Hero contre Austin Reeves et tout. Il y aurait des, Il y avait- il y aurait des C'est- narratives marrantes. C'est le même avec les deux Spider-Man qui se montent du doigt, en fait. Pour le Heat, il y a un truc. Mais après, le Heat, hein, à ce niveau-là, ça me choque pas du tout. Moi, je pense aussi que c'est une équipe. Voilà, faut pas trop se baser non plus sur la saison dernière, même si je pense que c'est pas du tout une équipe qui est candidate ou contender, mais qui a plus de talent qu'elle n'y paraît. Et moi, là, le vrai bémol, c'est j'y crois pas à un trio Rosier, Hero, Butler. Tu vois, tu vois, tout à l'heure, on parlait, tu sais, que tu finis les matchs avec Tyus Jones, Bill et Booker. Alors, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Là. C'est pas tout à- et on n'est pas exactement sur les mêmes joueurs, mais si c'est ce trio qui termine les matchs, je suis pas convaincu, en fait. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à jouer ensemble. Je partage et je suis pas sûr que ce soit le trio avec lequel tu finisses, en fait. Parce qu'en fait, quand je regardais leur roster, je trouve qu'il y a un vrai manque au poste de meneur. Que Terry Rozier il devrait sortir du banc. Pour moi, c'est là qu'il pourrait être, Ouais, tu vois, un peu comme un mini Westbrook, en fait, même si c'est pas les mêmes joueurs, tu vois, mais je vois plus dans ce mini Westbrook tel que je l'imagine avec les Nuggets, pas dans son prime, bien sûr. Et effectivement, je trouve qu'il manque un meneur dans cette équipe. Et je suis curieux de voir quelle sera la rotation et où jouera Jaime Raquez, qui pour le coup, moi, c'est le type de joueur en qui j'aurais confiance en fait pour des fins de match. Et tu vois, quand je voyais la rotation, la projection de la rotation telle que l'a fait Oops Hype, tu vois, il y a Nikola Jovic qui est dans le 5. Je sais plus si c'était dans un CQFR ou dans un quoi, j'en parlais, mais Nikola Jovic, d'un match à l'autre, d'un carton à l'autre, j'arrive pas à savoir si le mec il a le niveau ou pas. Alors il est tout jeune, mais c'est un mec qui peut. Tu vois, si tu me demandes à court terme, bah non, moi je prends Raquez devant lui, je trouve plus fort, plus sûr. Mais si c'est un joueur qui passe vraiment un cap, ça donne une autre dimension aussi à cette équipe de Miami. Enfin, tout ça pour dire que j'étais d'accord en tout cas avec toi sur le poste de meneur. Et je suis curieux de voir, il y a Josh Richardson qui est revenu jouer à Miami. Il joue bien que quand il est au hit, lui, de toute façon. C'est un joueur qui est très polyvalent. Et je me demande, tu vois, si ça peut pas être aussi une espèce de fausse solution à la main. Tu vois, dans un rôle de porteur de ballon, t'es lancé, même si c'est pas un grand créateur, mais juste pour jouer ce rôle-là, défendre fort, et ce qui pourrait te permettre d'avoir Rosier qui sort du banc. Moi, je suis curieux de voir quelle sera la rotation de Spoelstra, en tout cas. Yes. Bon, en tout cas, on a fait le tour des 16, hein, pas mal. Ouais. Alors, par contre, juste un truc, les fans Bien des sûr. Kings, je pense, sont ceux qui auront le plus de raisons de se sentir lésés. C'est dur de classer Sacramento. Il y a 3 stars, tu vois, mais il y a Keegan Murray en plus. Il y a vraiment un vrai bon jeune.
Je pense que Sacramento sera une des 16 meilleures équipes de la ligue sur la saison régulière. Mais... Ouais, c'est sûr. Voilà, tu vois, c'est sûr et certain. Si tu fais les 16 à la fin de la saison régulière, Sacramento sera dedans. Mais dans notre truc de jouer le titre, il n'y a pas vraiment un moment où je les fais passer devant, tu vois. Ouais, j'avoue, limite, ça aurait pu être, tu vois, j'aurais pu très bien les prendre à la place du 8. Je pense qu'il y a même certainement plus d'arguments, en fait, en leur faveur que dans le 8. Peut-être que je mets trop d'importance là-dessus, mais tu vois, le play-in manqué des Kings l'an dernier, moi, il me reste énormément en travers de la gorge, en fait. Je capte pas qu'ils aient pas réussi à battre cette équipe des Pelicans pour se qualifier pour les playoffs. Tu vois, pour le coup, je trouve que c'est un... Tu te dis, mais c'est quoi la différence entre jouer un premier tour de playoff comme l'année d'avant et sortir et puis ne pas les jouer? Pour moi, c'est une énorme différence si tu es une équipe qui est émergente. L'année d'avant, tu perds contre les Warriors dans une espèce de série très particulière. Tu vas jusqu'au dernier match. C'est pas honteux de sortir face aux Warriors. Mais pour moi, dans la progression d'une équipe, l'année d'après, tu dois d'être à nouveau au moins en playoff. Et voilà, moi, ça a beaucoup joué dans le fait que je les ai pas pris dans mes 16, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Mais par contre, je serais pas étonné, comme tu le dis, je pense qu'en fin de saison, il y a de bonnes raisons. De toute façon, dans les équipes qu'on a prises, qu'on a choisies, il y en a forcément qui vont se planter. Il y en a forcément d'autres qui vont surperformer. Ça serait pas du tout... je serais pas étonné si les Kings étaient largement dans les 16 qu'on a pris. Je vais vous redonner la liste complète. Donc, d'un premier power ranking bien trop précoce de la saison 2024-2025. Boston, Oklahoma City, Dallas, Denver, ça c'est les 4 équipes qu'on voyait comme étant d'authentiques contenders pour aller chercher le titre. Derrière, on a Philadelphia, les Knicks, Milwaukee, Minnesota, Phoenix, les Indiana Pacers. Ça c'est pour conclure notre top 10. Et derrière, pour les 6 équipes qu'on voit derrière, les Los Angeles Clippers, les Pelicans, les Cavs, Orlando, les Warriors et enfin le Miami Heat en 16e. Voilà, on pourra refaire un point. De toute façon, je pense que des power rankings, on va en faire dans la saison, que ça soit sur Basket Station ou sous forme de podcast. Ça aurait été, le prochain, on essaiera de se le refaire avec Shai. Ça rajoute toujours une dimension parce que on est toujours surpris de voir des équipes qui ont été prises bien plus hautes. Finalement, on a eu peu de points de divergence sur ce top, Antoine. Oui, je voulais justement te dire ça. Je voulais te dire la même chose que c'est marrant. On a une vision assez similaire et surtout en fait en cours de saison, tu vois, c'est pas étonnant parce qu'on peut échanger beaucoup plus sur ce qui se passe en NBA, on peut regarder, mais c'est marrant de voir avant le début de la saison, bien sûr on se parle pour le boulot, mais tu vois, on parle pas de NBA tous les jours en ce moment et c'est marrant de voir qu'on a un paysage similaire de la NBA, quoi. Ouais, n'hésitez pas en tout cas vous à nous dire en commentaire des équipes que vous voyez bien plus haut, bien plus bas, si vous pensez qu'on a fait d'énormes coupes, des équipes qui auraient mérité d'être mentionnées dans ce top 16. Nous de toute façon on vous retrouve tout au long de la semaine avec les CQFR. Vous avez vu hier dimanche, la saison des Hoop Culture a repris. Vous pouvez aller écouter ce dont on parlait avec Pierre Armand si ça n'a pas été encore le cas. Et puis nous de toute façon on vous dit, on vous donne rendez-vous toute la semaine, Antoine. Yes, ça marche. Dès demain, du coup, nouveau CQFR. Ciao à tous. Allez, ciao à tous. The game is out there, and it's either play or get played.